Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les élus LR serrent les rangs autour de François Fillon, réunis au QG de leur candidat. Ils défendent sa vérité, livrée hier dans un exercice jamais vu, et veulent désormais relancer la campagne. Une campagne qui restera sous la menace de l'enquête en cours. Les avocats de François Fillon passent à l'offensive et contestent le bien fondé de la saisie du procureur national financier. Une institution créée après le scandale Cahuzac. Son rôle, ses compétences, ce sera l'objet de notre débat à 17h. Les socialistes étaient aussi réunis au Sénat autour de leur candidat Benoît Hamon, venu chercher le soutien des parlementaires, pas tous acquis à sa cause. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek est en salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Benoît Hamon était donc ce matin au Sénat devant les sénateurs socialistes. Il a plaidé pour une gauche rassemblée derrière sa candidature et a promis de s'appuyer sur les parlementaires pour préparer ses premières mesures en cas d'élection. Un sujet de Samia Dechir. Le groupe socialiste du Sénat n'a jamais compté beaucoup de frondeurs. Benoît Hamon ne venait donc pas vraiment en terrain conquis ce matin. Mais le candidat du Parti socialiste doit rassembler sa famille politique. Il est venu avec une proposition. On a des parlementaires qui sont à la fois des politiques et des techniciens. Et moi, je leur proposerai, là, ce que je viens de leur dire, de constituer un conseil parlementaire qui se réunira toutes les semaines. Je veux leur parler notamment des premiers textes de loi sur lesquels je souhaite que nous soyons prêts avant mai. Je ne connais pas bien cette maison, je ne suis pas spécialiste. Benoît Hamon a peu de fidèles dans la salle. À son arrivée, pas d'applaudissements. Pendant une petite heure, il tente de convaincre ceux qui ne l'ont pas soutenu pendant la primaire. Pour rassembler les socialistes, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts de synthèse. Par exemple, nous étions là une majorité de sénateurs qui avons soutenu le gouvernement et qui avons soutenu la politique économique du gouvernement. Donc, il faut qu'il y ait la prise en compte de cela dans le discours du candidat. Mais pour les soutiens de Benoît Hamon, pas question d'assouplir le discours de rupture avec le quinquennat. On a revu des arguments qu'on avait pendant la primaire. Bon, on leur a expliqué que c'était sympathique, mais que les 2 millions de votants de la primaire avaient donné une légitimité aux arbitrages et que les points de vue étaient intéressants, mais qu'il fallait passer à autre chose. Prêt à rassembler large, Benoît Hamon ne changera pas son programme. Je rassemblerai tous ceux qui veulent venir derrière moi. Ceux qui ne veulent pas, je les obligerai pas, moi j'avance. Voilà. Malgré des voix divergentes, la plupart des sénateurs socialistes se rangeront derrière Benoît Hamon, mais avec plus ou moins d'implication dans la campagne. Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a également rappelé aujourd'hui que tous les élus qui parraineront la candidature d'Emmanuel Macron seront d'office exclus du Parti socialiste. Et nous allons maintenant, en salle des conférences, retrouver Saveria Rojek qui se trouve aux côtés du sénateur socialiste Jérôme Durain. Bonjour Jérôme Durain. Bonjour. Alors vous étiez ce matin auprès de Benoît Hamon pour cette réunion au Sénat auprès des parlementaires socialistes. Je rappelle que vous avez soutenu Arnaud Montebourg dans la campagne. Que vous a dit Benoît Hamon ce matin ? Écoutez, il a parlé d'abord de l'exigence du rassemblement. Benoît Hamon, comme un certain nombre de responsables politiques, est très inquiet de la situation politique dans le pays et du risque de Marine Le Pen, très haut au premier tour et possible vainqueur au second. Donc le rassemblement de la gauche est le moyen par lequel on peut contrer Marine Le Pen et donner sa chance aux forces de progrès. Alors justement, le rassemblement, selon vous, Benoît Hamon peut réaliser le vieux rêve de l'Union des gauches avec Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, il travaille en tout cas à rassembler déjà son camp. Et donc sa présence ce matin à l'Assemblée nationale devant le groupe socialiste, puis au Sénat, est le signe qu'il veut prendre le temps de réunir autour de lui toutes les forces du Parti socialiste et évidemment au-delà, concourir à ce que ce rassemblement soit le plus large possible. Mais concrètement, comment on rassemble de Jean-Luc Mélenchon à Manuel Valls ? Comment on rassemble toute cette gauche-là ? Écoutez, Manuel Valls et tous ceux qui sont engagés dans la primaire, le rassemblement est naturel puisque la règle de la primaire, c'est qu'on se rassemble derrière celui qui est arrivé
en tête. Et puis au-delà, il y a des convergences d'idées. On est quand même une famille progressiste qui peut trouver les moyens d'accord sur des projets. Et je crois que même avec Jean-Luc Mélenchon, il y a cette possibilité. Alors Benoît Hamon, il l'a dit ce matin, veut créer un conseil parlementaire pour l'accompagner dans cette campagne. Est-ce que vous allez en faire partie? Qu'est-ce que va être ce conseil parlementaire? À quoi va-t-il servir? Écoutez, il n'en a pas encore défini les contours très précisément. Son intention, c'est d'avoir autour de lui des capteurs pour ces 10 semaines de campagne, parce que la campagne va être très courte, qui puissent lui faire remonter du terrain l'état de la campagne, les propositions, les points durs, donc d'avoir une vraie interface avec les forces vives du pays et les territoires. Un mot sur François Fillon, la conférence de presse de François Fillon hier, cette reprise en main de la campagne. Est-ce que pour vous, il persiste dans le déni ? Sa transparence s'apparente un peu à du vert teinté, hein, c'est-à-dire que c'est une semi-transparence. On voit qu'il a réussi un peu à forcer la main à ses amis politiques. Je ne suis pas persuadé que ça ait convaincu grand monde, et malheureusement c'est au détriment de l'ensemble de la classe politique et du fonctionnement de nos institutions, parce que le climat qui pèse est extrêmement lourd. Justement, quel est le retour que vous font vos électeurs sur le terrain? Je crois que le mal est fait. Le mal est fait, et indépendamment du caractère légal ou pas des poursuites judiciaires, il y a une image détestable qui est renvoyée du fonctionnement des institutions de la République, des pratiques politiques en général, et que maintenant il va falloir ramer à contresens contre un courant qui est très très fort. Très bien, merci beaucoup. Merci Jérôme Durin d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Saveria. François Fillon a réuni les parlementaires de son camp ce matin après son opération Vérité d'hier. L'objectif, serrer les rangs derrière le candidat. Aurélien Romano et Alexandre Poussard étaient pour nous au QG du candidat. Au quartier général de François Fillon ce matin, tous les stratagèmes sont bons pour éviter de répondre, être au téléphone portable, pratiquer le silence pesant. Est-ce que les sénateurs font bloc autour de François Fillon? C'est pas évident. Et même l'attaque personnelle contre le canard enchaîné par exemple. Ah, oui. Les journalistes? On pose la question. Pas exagérer. Il a dit hier. Non mais quand même, c'est pas les journalistes qui ont des leçons de morale. C'est pas le canard enchaîné qui va donner les leçons de morale. On aimerait bien parler de la campagne électorale maintenant. Non mais quand même. D'accord, projet contre projet. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Ils sont peu nombreux à accepter de répondre. On oublie la semaine dernière. On n'oublie jamais les choses, mais on essaye d'avancer. Il n'y a pas de plan B. Apparemment. Et parfois ça semble très difficile. Il va falloir faire campagne. Voilà, il va falloir faire campagne. À la sortie de ce huis clos destiné à rassurer les troupes et à ressouder les liens, tous ne parlent pas. Les troupes sont resserrées. Certains se cachent derrière un bon mot. C'est le plan Bérésina. Et moi je pense que le plan Fillon, c'est le plan finaliste. D'autres martèlent les éléments de langage. François Fillon nous a dit en avant, quoi. Voilà, je crois qu'on a retrouvé le François Fillon en confiance. Je crois qu'il a pris un gros coup. C'est un peu comme un boxeur qui a failli être KO. Et il a résisté, il est debout, ça y est, il a repris ses esprits. Et je pense que voilà, une nouvelle campagne commence. C'est historique pour notre pays. On ne peut pas empêcher une élection présidentielle. On ne peut pas empêcher toute la droite républicaine d'être présente dans cette élection. C'est impossible. Et c'est notre responsabilité. C'est à nous maintenant de démultiplier sur le terrain. Voilà. Le terrain, c'est bien l'inquiétude de ces parlementaires. Après une quasi-pause de la campagne, ils doivent convaincre leurs électeurs et se convaincre eux-mêmes que la polémique est derrière et que la campagne reprend son cours. François Barouin quitte rapidement les lieux pour rejoindre François Fillon dans l'Aube pour une visite d'usine. Il n'est plus un plan B potentiel. Même les parlementaires centristes semblent rassurés. François Fillon a exprimé hier à la fois ses regrets, ses excuses, le fait qu'il y avait une erreur morale qu'il avait commise, qu'il n'en commet pas. Et puis, je crois que maintenant, il faut laisser à la fois la justice faire son travail, les Français porter leur jugement, mais qu'on revienne à l'élection présidentielle, c'est-à-dire au problème des Français, au chômage, à la sécurité, à tout ça, parce que ça fait 15 jours qu'on ne peut pas parler de la France. La réaction des Français, c'est la véritable inquiétude, et c'est sur le terrain qu'il va falloir convaincre. Et nous retournons en salle des conférences, retrouver Saveria Rojek qui se trouve aux côtés du sénateur Les Républicains, Philippe Dallier. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Alors hier, il y avait un conseil politique après la conférence de presse de François Fillon. Ce matin, on l'a vu, on vient de le voir à l'instant, il y avait donc cette réunion des parlementaires. Quelle stratégie a été élaborée pour la suite de la campagne ?
Écoutez, nous allons reprendre notre campagne. Un nouveau départ, si vous voulez. Mais François Fillon, depuis la primaire, et bien avant la primaire, bien avant l'élection elle-même, il a élaboré un diagnostic de la situation de la France et un programme. Donc c'est ce programme que nous allons présenter aux Français et que nous allons défendre. Et je note d'ailleurs que nos adversaires jusque-là sont bien incapables de faire la même chose. Le PS sort d'une primaire où il est absolument divisé. Macron, lui, se contente de rassembler du monde, mais pour leur raconter des choses qui sont difficilement compréhensible, il n'y a pas de problème, pas de programme, on ne sait pas ce qu'il veut. Donc nous allons reprendre notre campagne sur nos thèmes de campagne. Revenons-en à François Fillon. Il a présenté ses excuses hier aux Français. Il attend quoi maintenant? Le pardon? Est-ce que c'est suffisant, ces excuses? Ce que nous attendons d'abord, c'est que la justice fasse son boulot, qu'elle le fasse dans les règles de droit. On voit maintenant que se pose la question de la saisine par le parquet national financier. Est-ce que c'est bien constitutionnel? D'éminents constitutionnalistes en doute. Mais au-delà de cela, on souhaite effectivement que cette affaire puisse se terminer le plus vite possible et que la justice dise le droit. Parce que nous sommes persuadés qu'effectivement, la justice ne pourra pas dire que ces choses-là étaient illégales. Et donc, il y aura à trancher cette affaire et le plus vite possible sera le mieux. Pourtant, néanmoins, sur le fond, Philippe Dallier, hier, après cette conférence de presse, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment avancé sur le fond. François Fillon n'a pas apporté de preuves matérielles des emplois à la fois de son épouse et de ses enfants. Je rappelle qu'en France, d'ailleurs, quand il y a une accusation, c'est à l'accusation d'apporter des preuves et pas le contraire. Pour le reste, je ne sais pas si vous avez eu accès au dossier qui est en cours, que le parquet national financier est en train d'instruire. Des pièces sortent dans la presse. Est-ce que vous êtes certaine d'avoir la totalité des pièces? Moi, je n'en sais rien. Je pense que vous non plus. Donc, attendons que la justice ait terminé son travail avant de conclure. Je pense qu'on a jeté François Fillon en pâture. On lui a beaucoup tapé dessus. Il a eu du mal, effectivement, à encaisser le coup. Maintenant, il a réagi. Il a mis sur la place publique. Tout ça est consultable en ligne. Les fiches de paie, les salaires, ses déclarations d'impôts, ses comptes bancaires, que les autres candidats en fassent autant, et la justice dira effectivement ce qu'il en est. Et dans cette attente, je souhaite que nous revenions au débat de fond, parce que les Français ont droit à une campagne présidentielle sur le fond des choses. J'entends bien Philippe Dallier, vous dites on lui a tapé dessus, la presse lui a tapé dessus tout à l'heure, ce matin. Bruno Retailleau parlait de lapidation médiatique. C'est la faute de la presse, on entend bien ce discours, c'est la faute des magistrats. Non, mais pourtant, hier, François Fillon, il n'a fait que confirmer ce que les journalistes avaient révélé, justement. Écoutez, moi, ce que j'aimerais, c'est que la présomption d'innocence s'applique à tout le monde et qu'on laisse à quelqu'un qui est effectivement accusé la possibilité de répondre. C'est le cas, il a été entendu par la justice. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'exemple, en tous les cas dans l'histoire récente, d'une campagne de presse aussi intense et sur une période aussi courte. Alors, François Fillon a mis 10 jours peut-être, effectivement, à réunir les pièces et à, réunir cette conférence de presse. Peut-être que c'était trop long, mais il faut aussi comprendre la situation dans laquelle il s'est trouvé. Voilà, donc maintenant, laissons la justice faire son boulot. Arrêtons de supputer sur des morceaux d'éléments du dossier qui sont communiqués en dehors de tout respect de la procédure. François Fillon, aujourd'hui, reste à vos yeux le plus légitime pour demander des efforts aux Français? C'est pas le plus légitime, il est le seul légitime dans notre camp puisque c'est lui qui a été choisi. Lui, pas seulement sa personne, le programme qu'il présentait aux Français. Et il a très largement gagné cette primaire. Donc nous allons faire campagne sur ses propositions et c'est de cela dont nous voulons débattre aujourd'hui. Vous êtes un élu terrain, vous pensez réellement que la campagne peut reprendre normalement, sereinement? Normalement, non. Bien sûr que tout cela va laisser des traces et je pense que tout cela a été fait pour. Mais c'est à nous maintenant de remonter sur nos chevaux et d'aller effectivement à la rencontre des Français et de porter le débat sur le fond. La situation de ce pays est quand même dramatique. Pas de croissance, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, 70 milliards de déficit budgétaire, 2200 milliards de dettes. Et qui parle de cela en ce moment? Personne. Mais peut-être qu'à gauche, on n'a pas intérêt effectivement qu'on porte des débat là-dessus parce que leur bilan est calamiteux et qu'en plus, ils ne sont d'accord sur rien. Alors nous voulons effectivement pointer tout cela d'un côté et défendre nos propositions de l'autre. Et au bout du compte, parce que nous sommes en démocratie, le peuple français tranchera. Très bien. Merci beaucoup. Merci Philippe Dallier d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci Saveria. Autre affaire judiciaire à droite, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui renvoyé devant le tribunal correctionnel pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Le procès Big Malion devrait donc avoir lieu, même si l'ancien président de la République va faire appel de cette décision.
Les collaborateurs parlementaires en ont marre. Suite à l'affaire Pénélope Fillon, tout et n'importe quoi est dit sur leur profession. Ils ont organisé aujourd'hui une manifestation devant le Sénat. On les écoute au micro de Géraldine Bavoileau. Sur la question des licenciements en fin de mandat, on est licencié pour... c'est l'équivalent d'un licenciement pour motif personnel. Ce qui veut dire que la responsabilité du licenciement porte sur la personnalité du collaborateur. Quand vous êtes en fin de mandat, soit que le parlementaire ne se représente pas, soit qu'il ait été battu à l'élection, soit une élection législative, que ce soit une élection sénatoriale, on ne peut pas considérer que c'est de la responsabilité du collaborateur, de l'employé. Il y a une convergence entre l'intérêt démocratique, qui est justement de soulever l'opacité qu'il peut y avoir dans notre métier de collaborateur et dans la pratique déontologique des élus, et nos revendications sociales qui vont également dans ce sens-là, de lever cette opacité et d'encadrer davantage notre profession. C'est là où je pense que les deux se rejoignent et permettent d'avancer concomitamment. Dans n'importe quelle entreprise, on a une fiche de poste. L'institution n'a pas pris la peine de nous établir une fiche de poste. Nous l'avons fait en tant que syndicat. Donc il y a tout un aspect travail législatif, il y a l'aspect communication de l'activité. Véritables travailleurs de l'ombre des parlementaires, les assistants sont donc sous le feu des projecteurs. Mais concrètement, à quoi ressemble leur journée? Flora Sauvage a partagé le quotidien d'une de ses collaboratrices au Sénat. Travailleur de l'ombre, Anne Beignet est collaboratrice parlementaire. Bonjour. Petite particularité, elle a demi-temps car elle travaille pour 2 sénateurs. On va faire le point, je pense, déjà sur les 2 interventions, sur le débat. Le rôle des paramédicaux, oui, dans les déserts médicaux, parce que comme vous intervenez tous les 2, il va falloir que j'arrive à jongler. Voilà. Suivi des textes législatifs, rédaction d'amendements, gestion du courrier. S'il n'y a pas de fiche de poste, les quelques 3000 assistants parlementaires ne manquent pas de travail. C'est un travail de long, oui. C'est les petites mains de la politique, mais c'est le jeu, c'est la règle, donc on l'accepte, je pense, dès qu'on rentre ici. Mes principales activités, c'est l'écriture, la rédaction des discours, les préparations de notes que je me fais à moi-même également et comme à mon sénateur lors d'auditions ou de commissions. Et côté salaire, on est très loin des chiffres évoqués dans l'affaire Pénélope Fillon. L'enveloppe pour un sénateur dédié à l'emploi des collaborateurs s'élève à 7 593 € bruts et il ne peut employer plus de 5 assistants. La moyenne, c'est 3 200 bruts. Donc on doit être à du 2006-2007 net. Il y a des minimums et des maximums que l'on peut donner. On ne peut pas donner toute l'enveloppe à quelqu'un, c'est pas possible. Il y a des difficultés en effet de salaire et une diversité à ce niveau-là qui parfois est quand même problématique. Au Sénat, le salaire maximum ne peut excéder les 2/3 de l'enveloppe dédiée à la rémunération des assistants parlementaires. Et un seul collaborateur ayant des liens de parenté avec le sénateur est admis. Et nous allons en salle des conférences retrouver Saveria Rojek qui se trouve aux côtés du sénateur Les Républicains, Cyril Pellevat. Bonjour Cyril Pellevat. Bonjour. On vient de voir un sujet sur les collaborateurs parlementaires. Est-ce que vous pouvez comprendre le trouble des Français quand ils découvrent ces pratiques ou en tout cas certaines dérives de ces pratiques ? Alors je ne sais pas si c'est un trouble, mais effectivement je pense qu'aujourd'hui le rôle d'attaché parlementaire est un rôle qui est méconnu. C'est un rôle qui est indispensable et méconnu et du coup la plupart des Français aujourd'hui le découvrent et découvrent quelle est la variété des activités d'un collaborateur parlementaire. Donc est-ce que vous pensez qu'il faut légiférer, qu'il faut clarifier toutes ces pratiques ? Je pense qu'il faut les clarifier bien évidemment pour avoir des fiches de poste comme on peut avoir dans chaque emploi et également qu'on puisse faire valoir le statut particulier de l'attaché parlementaire. Quand on voit qu'aujourd'hui un attaché parlementaire est directement lié à un parlementaire et que quand le parlementaire vient cesser son activité, le collaborateur se retrouve du jour au lendemain à l'arrêt, il y a peut-être des choses à faire pour pérenniser cet emploi. Alors on vient tout juste de l'apprendre, je ne sais pas si vous êtes au courant, Pénélope Fillon aurait touché des indemnités de licenciement de l'Assemblée nationale quand elle a quitté son travail à l'Assemblée nationale. Là encore, ça vous paraît normal ? Alors là, j'ai pas eu d'informations là-dessus. Je sais juste que quand on est sur des emplois CDD ou précaires, comme c'est le cas des collaborateurs parlementaires, à la fin d'une mission, il y a des primes de précarité. Donc ça me choque pas, c'est un usage courant dans le droit. Très bien. Alors pour en venir au fond de l'affaire, à cette conférence de presse de François Fillon, vous étiez hier, vous êtes un élu de terrain, un élu de Haute-Savoie, vous y étiez tout le week-end avec les militants, vous m'avez dit que vous avez fait des réunions de militants avec vos électeurs. Quels sont les retours justement que vous avez sur le terrain ?
Écoutez, nous aujourd'hui, on a des militants qui sont convaincus que François Fillon reste le bon candidat. Donc les militants sont venus principalement à nos réunions pour quelque part avoir des clarifications sur ce qui s'est passé et ils voulaient entendre les choses et qu'on leur parle vrai par rapport aux activités qu'avaient eu François Fillon, Pénélope Fillon, etc. Donc nous, le travail a été un travail vraiment de pédagogie pour expliquer et aussi pour pouvoir entendre leurs interrogations et répondre à leurs interrogations. Mais donc vos électeurs sur le terrain ne sont pas déstabilisés, ils ont été convaincus par ces explications? Alors j'ai pas encore eu de retour par rapport à la conférence de presse parce que moi les interventions que j'ai eues des militants datent d'avant. On avait bien évidemment les gens qui étaient convaincus. Je vous dis, ils avaient des interrogations parce qu'on a eu, et François Fillon l'a reconnu, une période de flou pendant laquelle il ne s'est pas expliqué parce qu'il était KO. Donc voilà, je pense que les gens, une fois qu'on leur explique les choses et qu'on explique le travail de parlementaire et qu'on explique tout un tas de, enfin un peu de pédagogie sur des pratiques qui sont courantes, mais effectivement, comme on le disait tout à l'heure, méconnues, les gens sont rassurés et les gens sont mobilisés. Je rappelle que toute la question dans ce dossier est de savoir si ces emplois, l'emploi de Pénélope Fillon et des enfants de François et de Pénélope Fillon, si ces emplois étaient fictifs ou pas. Hein. Oui. Je rappelle que c'est vraiment la question qu'on se pose. Oui, tout à fait. Mais après, au fur et à mesure, le débat a tourné. Mais bon, je pense que les éléments de l'emploi réel de Pénélope Fillon ont été apportés au parquet financier. Donc après, pas de difficulté là-dessus. Très bien, donc on vous entend, on a vraiment le sentiment que le plus dur est passé, ou en tout cas c'est ce que vous répétez dans le camp des Républicains. Mais que se passera-t-il si dans 15 jours le parquet renvoie l'affaire ou ouvre une information judiciaire ? Écoutez, on verra. Aujourd'hui, il y a une enquête. On verra une fois que le parquet donnera ses jugements. Nous, on est confiants, on est derrière notre candidat et on pense que toutes les preuves qu'il a apportées sont suffisantes pour montrer la véracité et pour montrer sa bonne volonté, sa bonne foi et son intégrité. Une dernière question, Cyril Pellevat. Nicolas Sarkozy sera bien jugé dans l'affaire Big-Malion. C'est ce qu'on a appris ce matin, alors même s'il fait appel de ce renvoi. Est-ce que là aussi, c'est de l'acharnement médiatique, c'est de l'acharnement judiciaire ? Écoutez, moi, j'ai pas d'éléments sur cette affaire. Voilà, j'ai juste les éléments qu'on peut avoir au quotidien dans les médias. Je ne sais pas plus. Il y a une affaire, on a laissé la justice faire. Maintenant, voilà, la procédure suit son cours. Je n'ai pas à commenter cette décision de justice. Très bien, très bien. Je vous remercie, Cyril Pellevat. Je vous remercie d'avoir répondu en direct à ma question. Merci, Saveria. François Fillon lance aussi la contre-offensive sur le terrain judiciaire. Ses avocats remettent en cause la saisine du parquet national financier, pas compétent, selon eux, pour enquêter sur les faits. Un message relayé par ses soutiens, à l'image de Gérard Longuet, invité ce matin sur notre antenne. Les procédures judiciaires en France sont terriblement compliquées. Le parquet national financier est une institution extrêmement nouvelle, elle a moins d'1 an. Mise en place juste après l'affaire Cahuzac. Voilà, il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui. Et cette saisine était-elle pertinente ou ne l'est-elle pas? Au moment où nous nous parlons, les avocats en discutent. Et donc François a fait part des hésitations des avocats. Mais et vous avez confiance dans cette nouvelle institution judiciaire? Le problème les institutions judiciaires se gagnent de l'autorité avec le temps et avec l'expérience. Le parquet national financier est encore jeune. Le parquet national financier est donc attaqué par la droite, une institution créée après le scandale Cahuzac qui est régulièrement chargée d'enquêter sur les finances des hommes politiques, un sujet d'Audrey Vuetzaz. Dans le viseur de François Fillon, le parquet national financier. Une toute jeune instance créée en 2013, juste après l'affaire Cahuzac. Son rôle, traquer la délinquance financière sur tout le territoire. Le PNF enquête notamment sur des affaires de corruption, de fraude fiscale ou de trafic d'influence. Dans le cas de François Fillon, il a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. Ce que critique le candidat qui se dit même victime d'un traitement particulier. Le parquet financier s'est saisi en 24 heures. Les premiers témoins ont été entendus en 48 heures. Et mes avocats viennent de signaler au parquet financier qu'ils n'étaient sans doute pas compétents pour se saisir de cette affaire. Ces avocats soulèvent plusieurs points de contestation. Selon eux, d'après la loi, le délit de détournement de fonds publics reproché à François Fillon serait applicable pour un maire, un fonctionnaire, mais pas pour un député, ce dernier n'étant pas en charge de missions de service public. Au regard de la séparation des pouvoirs, ils estiment aussi que la justice ne devrait pas se mêler des affaires d'un parlementaire. Ils jugent enfin la saisine du parquet financier trop rapide, mais les faits leur donnent tort. Pour les Panama Papers, déjà, le PNF s'était saisi en moins de 24 heures, comme l'expliquait en 2016 Eliane Houlette, à la tête du parquet financier.
Article du Monde, le 3 avril 2016. Révélation en ligne dans la presse. Le 4 avril, nous avons ouvert immédiatement, dès que cet article est paru, une enquête préliminaire. Après la charge de François Fillon, le parquet financier s'est exprimé par le biais d'un communiqué expliquant que l'enquête se déroulait avec la célérité et la sérénité appropriées. À l'issue de son enquête préliminaire, le parquet financier aura 3 choix. Demander un renvoi devant le tribunal correctionnel, ouvrir une information judiciaire ou classer l'affaire. Et avant de débattre avec mes invités de cette institution nouvelle qu'est le Parquet national financier, je vous propose de voir ou revoir un extrait de l'audition de sa présidente, Eliane Houlette, à l'époque de sa nomination, en mai 2016. Mesdames et messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le Parquet national financier qui, comme vous le savez, est une jeune institution dont le fonctionnement est très différent de celui de tous les autres parquets de France en raison du caractère très technique des contentieux qu'il traite et du caractère très complexe également des procédures dont il est saisi. Procédures qui nécessitent des investigations hors normes par leur ampleur géographique et technologique, et également en raison des enjeux auxquels il est confronté chaque jour. C'est un plaisir pour moi de vous présenter notre institution. Comme vous savez, comme il vient de vous l'être dit, nous avons été créés par une loi du 6 décembre 2013. Nous avons pris nos fonctions le 1er février 2014. Nous avons été installés officiellement le 3 mars 2014. Donc, quelle est la spécificité de ce parquet? Très brièvement, une compétence nationale, donc la métropole et les territoires ultramarins, les départements territoires ultramarins. Une compétence nationale et une compétence matérielle réduite. Elle est réduite à 3 types d'infractions. Elle est réduite au délit boursier, qui est une compétence exclusive, et elle est réduite aux atteintes à la probité et à la fraude fiscale complexe. Depuis notre création, nous avons fait procéder à la saisie de près de 78 millions d'euros. Et nous avons demandé 29 mesures de saisie à l'étranger et obtenues. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai déterminé d'emblée 4 axes de procédure pénale qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. La lutte contre le temps, puisque vous savez que la durée des enquêtes en matière économique et financière concentre l'essentiel des critiques qui sont portées contre cette justice. Donc c'est vraiment une priorité. Et c'est une des raisons qui explique le choix de l'enquête préliminaire. Il y en a d'autres. Et la recherche de poursuites efficaces et d'une plus grande répression en matière pénale. En matière fiscale, pardon. Pourquoi? Parce que je considère que lorsque les finances sont corrompues, c'est le bon fonctionnement de l'économie et le pacte démocratique qui sont en jeu. Donc c'est une priorité absolue la deuxième priorité, je peux dire qu'elle est à égalité avec la première, c'est un axe prioritaire de la politique pénale du parquet financier. Le troisième axe, c'est la sélection utile des dossiers en matière de compétences concurrentes, donc beaucoup en ce qui concerne les atteintes à la probité, mais aussi en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale. Et la quatrième, c'est la moralisation des marchés financiers. La troisième difficulté, ce sont les obstacles procéduraux que nous pouvons rencontrer, qui sont dus au QPC, aux questions prioritaires de constitutionnalité, grande avancée, mais néanmoins qui sont posées le premier jour de l'audience, alors même que les délais pour faire arriver un dossier à l'audience sont extrêmement longs. Les délais d'instruction de la chance, de la chambre d'instruction, j'ai employé un acronyme. Et donc l'absence d'audience, de mise en état dans la préparation de nos dossiers pour l'audience. Là aussi, je peux vous donner un exemple qui est public dans l'affaire Cahuzac. Pour le parquet financier, le dossier était terminé au mois de décembre 2014. Pour mémoire, l'information a été ouverte, je crois, l'enquête fin 2012, information ouverte en 2013. Et la formation a suivi son cours, il y a eu des requêtes en nullité, etc. Bref, à la fin, le dossier a été terminé par un réquisitoire définitif du parquet au mois de 17 décembre 2014, je crois.
Il y a eu des délais et des requêtes, différentes requêtes qui ont été portées devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle a été frappée d'appel. Bref, on a réussi à faire venir le dossier au mois de janvier ou au début février devant le tribunal correctionnel de Paris et au mois de février, une QPC le premier jour de l'audience. Donc, il sera jugé au mois de, j'espère, au mois de septembre 2016, presque 2 ans après que pour nous, parquet, on ait terminé notre... voilà un exemple extrêmement concret, visible et public des difficultés qui nous... voilà, notre difficulté, notre grande difficulté et donc cette insuffisance de moyens humains de la police. Et je terminerai, ça n'est pas dans le PowerPoint, mais je tiens à le dire, qu'une de nos difficultés, c'est que nous avons face à nous, les personnes qui sont concernées par nos enquêtes sont des personnes qui peuvent s'offrir les moyens de cabinets d'avocats extrêmement spécialisés, extrêmement compétents, et que nos procédures se rallongent parce qu'ils utilisent tous les moyens procéduraux possibles. Et il faut avoir beaucoup d'argent pour se permettre d'avoir recours et de pouvoir faire durer des procédures. Mais ce sont de tels recours qu'on arrive à une quasi-paralysie parfois de la procédure judiciaire, puisque les recours qui sont faits contre les actes, notamment contre les actes des juges d'instruction, sont portés devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui a un énorme contentieux à traiter, donc qui n'a pas le temps d'examiner toujours aussi rapidement qu'on souhaiterait ces actes. Et ensuite, les arrêts de la Chambre d'instruction font l'objet de pourvois qui sont soumis à la Cour de cassation. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités. Jackie Coulon, vous êtes secrétaire national de l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Bonjour. Tout à fait. Bonjour, monsieur. Pierre Avril, oui, constitutionnaliste et professeur émérite de l'Université Paris 2. Bienvenue sur le plateau. Et enfin, Bruno Dondero, professeur de droit à la Sorbonne et membre du Club des juristes. Alors, messieurs, ma première question, ça va être sur la compétence du parquet national financier. Les avocats de François Fillon pense qu'il n'a pas compétence pour se saisir de cette affaire. Monsieur Jackie Coulon. Alors, la compétence du parquet national financier est fixée par la loi qu'il a créée. Il a une compétence exclusive en matière de délits boursiers. Et il a ensuite ce qu'on appelle une compétence concurrente avec les juridictions dites de droit commun dans d'autres matières comme les atteintes à la probité. Les atteintes à la probité recouvrent les infractions de favoritisme, d'atteinte prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, corruption, des infractions de ce type. Et puis le parquet national financier a également compétence dans les affaires d'escroquerie à la TVA d'une grande complexité, d'une grande ampleur, et le blanchiment de l'ensemble de ces infractions-là. Et ce qui est important, toutes les infractions connexes à tous les délits que je viens de dénoncer. Mais est-ce que dans l'affaire de François Fillon, le parquet national financier avait le droit de se saisir de cette affaire? C'est ça qui est discuté par les avocats de François Fillon. Alors, c'est discuté par les avocats de François Fillon. Le parquet national financier a pris une position qu'il a édictée dans son communiqué qui a été publié hier, indiquant donc qu'il est tout à fait dans sa compétence, puisque l'infraction qui est retenu pour l'instant pour l'ouverture de l'enquête, c'est l'infraction de détournement de fonds publics qui est de la compétence du parquet national financier. Il y a aussi d'autres infractions connexes à celle-ci, les délits de recel, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. Bruno Dondero, est-ce que ce n'est pas la jeunesse finalement de cette institution qui fait qu'elle est un peu fragilisée? On ne sait pas encore de quelle affaire elle peut se saisir ou non. Enfin, là, on est qu'au stade d'une recherche d'informations. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que le texte, finalement, dont tout le monde a parlé, cet article 432-15 du Code pénal, quand on le regarde de plus près, et les avocats de François Fillon ont bien fait de souligner ça. Finalement, on s'aperçoit que le texte ne vise pas le mandat électif.
Et du coup, on a un doute. On se demande finalement, ce texte dont on parle tant, ce reproche qu'on ferait à François Fillon d'avoir transféré des sommes pour une contrepartie qui n'existerait peut-être pas, ben finalement, ce texte-là ne serait peut-être pas applicable. Pierre Avril, on avait besoin de créer ce parquet national financier. Le parquet ne pouvait pas finalement s'occuper de ces affaires? Écoutez, là j'émettrais ce qu'on appelle en droit parlementaire une question préalable, qui est la compétence même du parquet en général, et pas seulement du parquet financier. Et cette incompétence me paraît se fonder sur la nature du contrat qui lie le parlementaire à ses collaborateurs, à son ou ses collaborateurs, et à l'objet de ce contrat. La nature du contrat, le contrat qui est prévu, vise à permettre aux parlementaires de disposer de collaborateurs qui l'assistent dans l'exercice de son mandat. Cette assistance n'est pas définie. Non seulement elle n'est pas définie, mais elle est par définition indéfinissable. Moi, j'ai regardé, je cherchais des documents, trouver des... Il n'y a pas de texte, si vous voulez, qui précise la fonction. J'ai cherché, j'ai trouvé sur le site de l'Assemblée nationale, pardon de citer l'autre Assemblée au Sénat, j'ai trouvé dans le texte d'une fiche de l'Assemblée nationale où on dit que cette contribution à l'exercice du mandat est variable. Donc par nature, vous dites on ne pourrait pas prouver que l'emploi était fictif. Elle va de simples tâches matérielles à des contributions plus élaborées, discours, amendements. La plupart des collaborateurs se voient confier des tâches d'assistance et de secrétariat, comme la tenue de l'agenda, la prise de rendez-vous, la permanence téléphonique et l'assistance à diverses tâches matérielles. Par conséquent, parler d'un emploi fictif revient à renvoyer à une définition elle-même indéfinie. Par conséquent, je ne vois pas sur quelle base, sur quels critères on peut qualifier de fictif un emploi de cette nature. C'est la nature même de la fonction d'assistant, de collaborateur parlementaire, qui ne permet pas de saisir l'existence ou l'inexistence de cette fonction. Alors après, il y a plusieurs volets dans cette affaire. Il y a aussi l'emploi à la Revue des Deux Mondes qui, là, pourrait faire l'objet... Ça, c'est en dehors. C'est en dehors de la saisine, je pense. Du parquet. Non, sur l'ensemble... Ça fait partie de la saisine. Ça fait partie de la saisine. Ça fait partie de la saisine, puisque le premier chef de saisine, c'est la qualification qui a été retenue, donc détournement de fonds publics. Et puis l'abus de biens sociaux, l'abus de biens sociaux correspond à l'activité au service de la Revue des Deux Mondes et le recel de ces deux infractions. Il faudrait que ce soit une infraction connexe pour rentrer dans le 705 pour l'instant, du Code de procédure pénale. C'est considéré comme connexe, ce qui justifie la compétence du parquet national financier. À vos yeux, selon l'avocat de François Fillon, à l'instant, il déclare à des journalistes que les erreurs de l'enquête la rendent nulle en raison, selon lui, de la non-compétence du parquet national financier. C'est Bruno Dondero, une stratégie classique d'un avocat qui gagne du temps, qui défend son client. Oui, alors ce qui est un peu curieux, c'est que ça a été dit très bien par d'autres de mes collègues, et particulièrement Didier Rebu, ça a été dit très bien. C'était fait plutôt cette saisine rapide et cette rapidité dans l'enquête pour rendre service au candidat Fillon. C'était fait pour que le temps, entre guillemets, judiciaire, le temps de l'enquête, ne vienne pas empiéter sur le temps politique. C'est un peu étonnant, je trouve, de commencer à combattre pied à pied sur la compétence du parquet national financier. Est-ce que le débat ne doit pas être plus au fond ? Et qu'on nous montre qu'il n'y a pas d'emploi fictif et finalement, les choses passeront. Là, c'est un peu étonnant de venir commencer à se battre comme ça
On va aller en salle des conférences, écouter l'avis d'un des soutiens de François Fillon, qui est aux côtés de Savaria-Rojec, le sénateur François-Noël Buffet. François-Noël Buffet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un soutien de François Fillon de la première heure, mais vous êtes aussi de ceux qui demandaient à François Fillon de s'expliquer plus rapidement, que 15 jours, c'était compliqué d'attendre 15 jours. Est-ce que cette séance de contrition, cette séance de mea culpa d'hier, elle arrive un peu trop tard ? En tous les cas, elle arrive au bon moment. Le plus tard aurait été, à mon avis, trop tard, mais c'était le moment de le faire et il l'a fait hier et je trouve qu'il a plutôt bien réussi l'exercice, si on peut se permettre cette expression, pour dire ce qu'il avait à dire. Donc ça, oui, je trouve que c'est positif qu'il l'ait fait hier. Selon vous, il a répondu à toutes les questions, en tout cas à toutes les questions que se posent vos électeurs, vos militants sur le terrain, vous qui êtes un élu de terrain, un élu du Rhône? Oui, bien sûr qu'il a répondu, en tous les cas, à toutes les interrogations de nos concitoyens qui, de façon tout à fait normale, s'interrogent sur la manière de fonctionner des parlementaires, sur les relations qu'ils ont avec leurs collaborateurs, qui sont leurs collaborateurs et quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition. Parfaitement légitime. Alors, une des réponses de François Fillon était de dénoncer une cabale journalistique. Pourtant, ou alors je me trompe, mais hier, François Fillon n'a fait que confirmer ce qu'ont révélé les journalistes, justement. Oui, mais je pense qu'il a dit les choses de façon objective. C'est ça qui compte. La question, c'est pas d'être pour ou contre la presse, que la presse fasse son travail, c'est parfaitement normal. C'est la manière de présenter les choses. Selon la manière dont vous présentez les choses, la perception par nos concitoyens n'est pas du tout la même. Et je crois que ce qui est important, c'est l'information objective donnée. Après, chacun porte l'esprit critique qu'il veut dessus, mais c'est la présentation objective des choses et non orientée. Or, on a quand même le sentiment, très objectivement, que depuis que cette affaire a démarré, il y a quand même une façon de présenter les choses qui pousse très très loin. La façon de présenter les choses, les faits parlent d'eux-mêmes. 1 million d'euros au total pour rémunérer son épouse et ses enfants pour des emplois qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas des emplois réels, en tout cas que François Fillon a bien du mal à prouver. Comment voulez-vous présenter les choses d'une façon qui ne soit pas choquante pour vos électeurs, pour les Français? Vous êtes l'exemple parfait de la présentation des choses. Vous parlez d'1 million d'euros, c'est pas tout à fait le chiffre. La période, il faut préciser le nombre d'années que cela représente. Et donc, il faut le ramener. Après, on peut aussi faire la présentation en le ramenant au salaire mensuel net, ce qui est parfois plus parlant pour la population. Donc, la présentation des choses, elle est, même si le fond peut être vrai, c'est la présentation qui compte. Moi, je trouve que c'est parfait qu'on ait eu cette explication claire, à portée de compréhension de tout le monde, et que de cette manière-là, il ait pu s'expliquer. Mais, une fois de plus, attention, j'insiste là-dessus, sur cette façon de dire les choses qui, quelque part, je ne parle pas de manipulation de l'opinion, mais tout de même, on sait la puissance des médias, des mots, des postures, des attitudes, des déclarations, et on sait aussi le caractère repoussoir parfois des affaires d'argent avec les élus et la population. Donc il faut être très prudent là-dessus. François-Noël Buffet, nous sommes en train de débattre actuellement en plateau de la légitimité du parquet national financier, de la saisine du parquet national financier sur cette affaire. Quel est votre avis, quelle est votre opinion? Est-ce que c'est plutôt le parquet de Paris qui aurait dû être saisi plutôt que le parquet national financier? J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de procédure et donc de compétence du parquet national financier pour se saisir de cette affaire-là. Auquel cas, si juridiquement il ne devait pas le faire et il était totalement incompétent, cela relève évidemment de notre organisation, qui est le parquet, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, auquel cas la procédure actuelle tombera de fait. Ce qui est le respect du droit pur et dur, ce qui ne change rien aux interrogations que peut avoir la justice pour demain. Une dernière question rapidement, on vient de l'apprendre, Pénélope Fillon aurait touché 45 000 euros d'indemnité de licenciement de l'Assemblée nationale. Là encore, ce sont des pratiques normales ou choquantes? Mon problème, c'est le « aurait ». Est-ce vrai ou pas vrai? Je ne peux pas vous répondre à ce qui est quelque chose de conditionnel. Soit c'est oui, soit c'est non, mais le « aurait », je n'en sais rien. Donc, je n'ai pas de réponse à apporter sur ce conditionnel-là. Mais si c'est le cas, ça va être difficile de l'expliquer. En tous les cas, il faudra l'expliquer. Très bien. Merci beaucoup. Merci François-Noël Buffet. Merci à vous. Merci Savaria. Et on reprend notre débat en plateau. Pierre Avril? Oui. Non, je rebondis sur les indemnités de licenciement. Le contrat type qui est établi à l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'il y en a un au Sénat, prévoit dans une de ses clauses que la cessation de ce mandat
constitue une juste cause de rupture du contrat. Et ce n'était pas la fin du mandat, car François Fillon est toujours député de Paris, donc ce n'était pas à la fin du mandat. Parce que la question du licenciement, le contentieux concernant les assistants relève des prud'hommes. C'est un contrat de droit privé. Et par conséquent, c'est la jurisprudence ordinaire qui s'applique sous réserve justement de cette disposition concernant il n'y a pas de licenciement économique, si vous voulez. Mais il y a eu une jurisprudence qui est allée jusqu'à la Chambre sociale de la Cour de cassation en 2009 concernant des indemnités de licenciement, précisément que Ségolène Royal n'avait pas versé à ses assistants. Donc c'est une question qui est assez classique, disons. Jackie Coulon, est-ce que finalement la justice n'a pas été trop vite voulue? Il y a un temps judiciaire, il y a un temps politique, il y a l'élection présidentielle qui arrive. En voulant se saisir très rapidement de l'affaire, d'investiguer immédiatement, elle n'a pas été trop vite? Non, elle n'est pas allée trop vite parce qu'il y avait la nécessité d'aller vite. La nécessité d'aller vite et François Fillon, le premier, a dit qu'il voulait avoir le maximum de temps pour s'expliquer immédiatement. Encore la semaine dernière, il était heureux de pouvoir s'expliquer rapidement sur les faits qui avaient été dénoncés par Canard enchaîné. Et la justice n'est pas allée trop vite non plus parce que c'est pour le parquet national financier son mode de fonctionnement habituel. Rappelez-vous l'affaire des Panama Papers. On l'a vu dans le sujet d'Audrey Veutaz. Ou l'affaire dite des footballeurs Footleaks ou quelque chose comme ça, où dès le lendemain du jour de la parution de la presse, puisque c'est dans la presse que ces affaires sont sorties, le parquet national financier s'est saisi de cette affaire, a ordonné une enquête préliminaire, puis ultérieurement, éventuellement, une information judiciaire. C'est donc le fonctionnement habituel. Et jusqu'à la semaine dernière, c'était à satisfaction de tout le monde. C'est juste depuis hier où on vient dire « Ah, le parquet national financier n'était pas compétent ». Alors, le parquet national financier n'était pas compétent. Dans le communiqué de presse qui a été donc publié par le parquet national financier hier, il est fait référence à un accord passé entre les deux parquets, le parquet de Paris et le parquet national financier, conformément à une circulaire qui date du 31 janvier 2014. Et cette circulaire, qui est la circulaire qui signe la création, la naissance du parquet national financier, dit cette phrase très précise sur la compétence du parquet national financier. Le parquet national financier a par essence vocation à connaître des affaires susceptibles de provoquer un retentissement national. Cette affaire est-elle susceptible de provoquer un retentissement national? Évidemment oui. Et donc la compétence du parquet national financier qui est contestée, qui devrait être tranchée par une juridiction, ni par le parquet national financier, ni par les avocats de François Fillon, mais la position du parquet national financier, qui s'appuie nécessairement sur cette circulaire, est solide. Je ne dis pas que la décision sera prise, puisque ce sera une juridiction donc, du fond, avec des magistrats du siège indépendants qui seront amenés à statuer sur cette difficulté, le cas échéant, puisque je rappelle quand même qu'aucune décision n'a été prise par le parquet national financier, que le parquet national financier peut classer l'affaire, et que si l'affaire est classée, eh bien, il n'y aura pas de juridiction qui seront saisies et à qui la question serait soumise. Bruno Donderon, pour revenir sur ce qu'a dit Jackie Coulon, il y a un changement de stratégie chez la défense de François Fillon. On voulait que ça aille très vite et maintenant, finalement, en jugeant l'incompétence finalement du parquet national financier, on gagne du temps? Je ne sais pas si on gagne du temps. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans une espèce de zone, c'est pas une zone de non-droit, mais c'est une zone où il est compliqué de se battre. Parce que là, on vient vous dire, ah mais elle a travaillé ou elle aurait travaillé à ne rien faire, elle n'avait pas de badge, etc. Enfin, ça veut dire qu'il faut démontrer qu'il n'y avait pas d'emploi fictif. Là, on parle maintenant d'indemnité de licenciement. Et finalement, on est dans des situations qui sont sans doute conformes au droit. Mais est-ce que employer ses proches pour une activité qui
qui a forcément une influence. Quand on fait travailler ses proches, eh bien, ils travaillent à la maison, ils travaillent peut-être que le plaisir se mélange au travail. C'est plus compliqué d'identifier des tâches précises. Si on travaille de la maison, c'est compliqué de dire qu'on était au bureau de telle heure à telle heure. Et cette situation, pareil pour les indemnités de licenciement. Est-ce que s'il y a eu versement d'indemnités de licenciement, c'est sans doute, j'imagine, d'une manière qui était conforme au droit du travail. Mais on va dire... Oui, mais quand même, est-ce que c'est bien normal alors qu'elle a continué à exercer une activité? Et sans doute que c'est conforme au droit du travail, mais c'est pas facile à défendre. On peut le défendre juridiquement, c'est plus facile à expliquer d'un point de vue, appelons ça moral, politique en tous les cas. Et c'est ça cette situation qui est compliquée. Je comprends qu'on se rabatte du coup sur des arguments très techniques de procédure qui sont de dire le parquet national financier n'a pas compétence parce que, bon, quelque part là on est dans du dur et puis on peut montrer qu'on se bat. Et puis il y a peut-être l'image politique d'un homme qui affronte le système et bon voilà, il l'affronte avec les armes du système. Pierre Avril, je voulais revenir avec vous sur un des grands principes, la séparation des pouvoirs, le judiciaire et le parlementaire. Est-ce que les magistrats peuvent vraiment enquêter sur des parlementaires qui font la loi avec cette séparation des pouvoirs? Alors, bon, il faut voir la question de façon plus précise. La séparation des pouvoirs, c'est dans la jurisprudence constitutionnelle, elle a été invoquée, elle est le plus fréquemment invoquée, de manière afin de sauvegarder l'indépendance judiciaire et notamment le respect des décisions judiciaires sur lesquelles le législateur, pour fortiori par le gouvernement, ne peut pas intervenir, sauf éventuellement et exceptionnellement pour réparer ou nuancer certaines conséquences, notamment les validations législatives de concours qui ont été annulées. Mais c'est essentiellement, par conséquent, la protection, le respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire dans ses décisions. Ça ne marche pas dans l'autre sens, le politique indépendant alors justement, on peut s'interroger si la réciproque est vraie. Et on peut s'interroger sur la réciproque est vraie. Et là, je ne peux pas ne pas émettre un doute sérieux quant à la pertinence d'une intervention du parquet financier et de, je dirais, de tout parquet, de tout parquet français concernant l'exécution d'un contrat de droit privé liant un parlementaire à son collaborateur. D'abord, pour la raison que j'ai dite, c'est que cet emploi est insaisissable, indéfinissable. Donc les parlementaires ne sont pas des justiciables comme les autres. Attendez, non, mais si c'est détachable, dans tous les cas où l'acte est détachable du mandat, le parlementaire se retrouve dans la situation de droit commun. C'est dans toutes les affaires pénales que nous connaissons, mais on en a cité, il y en a bien d'autres. Par conséquent, le critère, si vous voulez, de la protection du mandat parlementaire, c'est précisément si l'acte est détachable ou qu'il n'est pas détachable du mandat. Or, dans l'espèce dont nous parlons, le contrat de travail porte sur l'assistance à l'exercice du mandat parlementaire. C'est-à-dire que le contrat lui-même est intrinsèquement associé à l'exercice du mandat parlementaire. En d'autres termes, lorsque la justice, qui ne peut pas saisir d'éléments, de critères matériels pour établir l'existence de l'emploi, lorsque la justice s'en saisit, le seul critère objectif dont elle pourrait disposer, c'est la valeur de la contribution qui est apportée par ce collaborateur à l'exercice du mandat. C'est-à-dire, en d'autres termes, que la justice se substituerait aux parlementaires pour apprécier ce qui est utile ou qui n'est pas utile, ce qui va dans le sens ou qui ne va pas dans le sens de l'exercice de son mandat. On a compris votre raisonnement, donc c'est évidemment très difficile. Jackie Coulon, l'USM défend cette séparation des pouvoirs. Tout à fait. Et justement, dans cette affaire, est-ce que la justice peut se pencher sur le travail des collaborateurs parlementaires? Alors, dans la mesure où l'enquête établirait que l'emploi est purement fictif
qu'il n'y a pas de travail effectué en rémunération du contrat. Eh bien, on peut se trouver sous la qualification de détournement de fonds publics, dans la mesure où il n'y a pas de contrepartie au travail, à la rémunération versée. Et dans ces cas-là, ça constitue une infraction. Et il est logique que, dès lors qu'il y a une infraction qui aura été commise, que la justice puisse intervenir. Donc, le tout est de savoir quelle est... si une infraction est véritablement caractérisée, si l'emploi est fictif ou pas. Si, pour parler très clairement de cette affaire-là, s'il résulte des investigations que Madame Fillon et ses enfants ont eu une activité qui correspondait en fait à une activité d'assistante parlementaire ou autre d'ailleurs, qui soit en contrepartie de la rémunération qu'elle a versée, eh bien il n'y a pas d'infraction dans ces cas-là. Mais il serait profondément choquant de dire que personne ne va pouvoir aller vérifier ce qui va avoir été fait par quelqu'un qui détient des fonds publics et qui pourrait les dépenser comme bon lui semble, sans aucun contrôle de personne. C'est pas le parlementaire directement qui paye, ça passe par une association de gestion. Mais il est quand même utile de vérifier que les circuits financiers, savoir comment les choses se sont passées et si ça correspond effectivement à un travail effectif. Bruno Dondero ? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un contrat de travail qui est particulier parce que je l'ai un peu déjà dit et on l'a dit autour de cette table, mais c'est des prestations qui sont des prestations où on assiste quelqu'un dont les prestations sont par nature très variables, changent sans doute d'un député à l'autre, et la relation du ou d'un sénateur à un autre. Voilà, ou d'un sénateur à un autre, et la relation d'un parlementaire à un autre, et la relation avec son collaborateur est sans doute assez différente à chaque fois. Et en plus, et je trouve que c'est important d'insister là-dessus, on est dans une relation entre époux. Parce qu'encore une fois, la relation de travail, quand elle est entre époux, les autres branches du droit la connaissent. Hein, le droit civil, le droit commercial connaissent ça aussi. Il faut prendre en compte cela. C'est quelque chose qu'on a plutôt vu d'un bon œil, de favoriser la relation de travail entre époux, parce qu'il y a beaucoup d'époux qui travaillent ensemble et on ne veut pas que tel ou tel n'ait pas de statut finalement que celui d'aider son époux sans protection. Mais ici, ça se retourne un peu finalement contre les bénéficiaires du statut parce qu'on se rend compte que ça ne va pas être facile de démontrer, ou ça n'est pas facile de démontrer l'activité, et a fortiori quand ce n'est pas un contrat dans lequel on devait être présent de telle heure à telle heure, mais quand c'est un contrat où finalement on aide sans doute à toute heure du jour et de la nuit le député en l'occurrence à exercer son activité de parlementaire. Jackie Coulon, dans cette affaire, donc on l'a dit, la séparation des pouvoirs, c'est l'argument invoqué, mais jusqu'où ça peut aller? On pourrait du coup ne rien faire pour enquêter sur un parlementaire? Ah ben non, évidemment que non. La question, c'est où ça commence et où ça s'arrête, du coup, la séparation des pouvoirs. La loi prévoit un certain nombre de limites à l'intervention du judiciaire au sein des assemblées parlementaires. Il y existe, comme vous le savez, l'immunité parlementaire qui peut être levée dans certaines circonstances par le bureau de l'Assemblée concernée. Certaines investigations doivent être autorisées par le président de l'Assemblée, quand s'il y a des perquisitions, des choses comme ça. Donc, précisément, la loi réglemente déjà l'intervention du judiciaire au sein du parlementaire, et on ne pourrait pas souffrir que la loi ne s'applique pas au sein des assemblées parlementaires. Pierre Avril, oui. Sur le climat général, on entend de plus en plus de critiques sur la justice, d'hommes politiques mêlés à des affaires. Est-ce que ça vous inquiète, ces attaques sur le système judiciaire? Bon, c'est des attaques sur le système judiciaire. Je pourrais dire qu'il y a aussi des attaques anti-parlementaires. Et que par conséquent, la balance est certainement assez équilibrée dans ce domaine entre les deux situations. Je trouve ça extrêmement malsain. Et évidemment, mais ce que je voudrais dire, c'est que pour que, en effet, ces critiques des milieux politiques ne s'exercent pas, ou pour les écarter, il faudrait aussi que, dans les cas de ce genre,
la justice respecta précisément la séparation des pouvoirs, car encore une fois, c'est un principe fondamental qui remonte à la Révolution française et qui a été consacré par tout le droit parlementaire, que, je dirais, la clé de voûte du droit parlementaire, c'est l'indépendance. Et l'indépendance suppose la liberté du parlementaire. Et que tout ce qui peut affecter cette liberté doit être écarté. Or, en l'occurrence, c'est la liberté même du parlementaire de son travail qui est en cause, et je pense que c'est une atteinte grave à un principe fondamental du parlementarisme démocratique. Jackie Coulon, sur ces attaques contre les magistrats, contre la justice en général? Oui, la semaine dernière, aucune attaque contre la justice dans cette affaire-là. Et puis, je vous dis, depuis hier, apparaissent les attaques. Donc, on voit bien ce qu'il en est. C'est un changement de stratégie du côté de la défense. Et on vient porter des attaques, alors que l'intervention de la justice, elle était reconnue légitime par tout le monde jusqu'à hier. Donc, finalement... c'est pas que sur cette affaire. La justice est souvent critiquée par les hommes politiques, sur Nicolas Sarkozy, l'affaire Big Malion. C'est un climat plus général. Alors c'est vrai, mais il y aurait eu aussi affaire sur la réforme du statut du parquet. Parce que le statut du parquet tel qu'il est actuellement, il suscite des soupçons de dépendance. Puisque les magistrats du parquet n'ont pas le même statut que les magistrats du siège, notamment en matière disciplinaire, puisqu'en matière disciplinaire, celui qui détient le pouvoir disciplinaire, c'est le garde des Sceaux. C'est pas le Conseil supérieur de la magistrature comme pour les magistrats du siège. Et puis en matière de nomination, les procureurs généraux sont nommés sur la proposition du garde des Sceaux, après un avis simplement du Conseil supérieur de la magistrature, alors qu'il avait été fait un projet par le candidat Hollande, qui nous avait promis une réforme dans ce domaine-là, un projet selon lequel le Conseil supérieur de la magistrature nommerait les procureurs généraux et assumerait donc le pouvoir disciplinaire. Pas abouti. C'est une réforme qui n'a pas abouti parce qu'il n'y a pas eu de majorité parlementaire pour faire une réforme constitutionnelle. Merci messieurs pour ce débat. Il est 17h31 sur Public Sénat, le rappel des titres de Sénat 360. Les élus LR serrent les rangs autour de François Fillon. Réunis au QG de leur candidat, ils défendent sa vérité livrée hier dans un exercice jamais vu et veulent désormais relancer la campagne. Les assistants parlementaires sont depuis les révélations du Canard enchaîné sous le feu des projecteurs. Ils manifestaient devant le Sénat pour dire leur colère, leur rôle auprès des parlementaires en font un des rouages essentiels du travail des élus. Ce sera l'objet de notre débat à 18h. Et enfin, le contrôle aux faciès revient sur le devant de l'actualité après l'interpellation violente dont un jeune homme a été victime à Aulnay-sous-Bois la semaine dernière. Quels moyens pour éviter les dérives et limiter les discriminations? Ce sera notre face-à-face du jour. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek pour des réactions en direct de la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. François Fillon a réuni les parlementaires de son camp ce matin après son opération Vérité d'hier. L'objectif, serrer les rangs derrière le candidat. Aurélien Romano était pour nous au QG du candidat. Au quartier général de François Fillon ce matin, tous les stratagèmes sont bons pour éviter de répondre, être au téléphone portable, bonjour, monsieur Longuet. Pratiquer le silence pesant. Est-ce que les sénateurs font bloc autour de François Fillon? C'est pas évident. Et même l'attaque personnelle contre le Canard enchaîné, par exemple. Ah, oui. Les journalistes? On pose la question. Pas exagérer. Il l'a dit hier. Non mais quand même, c'est pas les journalistes qui ont des leçons de morale. C'est pas le Canard enchaîné qui va donner des leçons de morale. On a bien parlé de la campagne électorale. Non mais quand même. D'accord. Projet contre projet. C'est ça qui nous intéresse. Ils sont peu nombreux à accepter de répondre. On oublie la semaine dernière. On n'oublie jamais les choses, mais on essaye d'avancer. On n'est pas de plan B. Apparemment. Et parfois, ça semble très difficile. Il va falloir faire campagne. Voilà, il va falloir faire campagne. À la sortie de ce huis clos destiné à rassurer les troupes et à ressouder les liens, tous ne parlent pas.
Les troupes sont resserrées. Certains se cachent derrière un bon mot. C'est le plan Bérésina. Et moi, je pense que le plan Fillon, c'est le plan finaliste. D'autres martèlent les éléments de langage. François Fillon nous a dit en avant, quoi. Voilà, je crois qu'on a retrouvé le François Fillon en confiance. Je crois qu'il a pris un gros coup. C'est un peu comme un boxeur qui a failli être KO. Et il a résisté, il est debout, ça y est, il a repris ses esprits. Et je pense que voilà, une nouvelle campagne commence. C'est historique pour notre pays. On ne peut pas empêcher une élection présidentielle, on ne peut pas empêcher toute la droite républicaine d'être présente dans cette élection. C'est impossible et c'est notre responsabilité. C'est à nous maintenant de démultiplier sur le terrain. Voilà. Le terrain, c'est bien l'inquiétude de ces parlementaires. Après une quasi-pause de la campagne, ils doivent convaincre leurs électeurs et se convaincre eux-mêmes que la polémique est derrière et que la campagne reprend son cours. François Baroin quitte rapidement les lieux pour rejoindre François Fillon dans l'Aube pour une visite d'usine. Il n'est plus un plan B potentiel. Même les parlementaires centristes semblent rassurés. François Fillon a exprimé hier à la fois ses regrets, ses excuses, le fait qu'il y avait une erreur morale qu'il avait commise, qu'il n'en commet pas. Et puis, je crois que maintenant, il faut laisser à la fois la justice faire son travail, les Français porter leur jugement, mais qu'on revienne à l'élection présidentielle, c'est-à-dire au problème des Français, au chômage, à la sécurité, à tout ça, parce que ça fait 15 jours qu'on ne peut pas parler de la France. La réaction des Français, c'est la véritable inquiétude, et c'est sur le terrain qu'il va falloir convaincre. François Fillon lance aussi la contre-offensive sur le terrain judiciaire. Ses avocats remettent en cause le parquet national financier. Pas compétent selon eux pour enquêter sur les faits. Faux, rétorque l'institution qui instruit plus de 400 dossiers. Un sujet d'Audrey Buetaz. Dans le viseur de François Fillon, le parquet national financier. Une toute jeune instance créée en 2013, juste après l'affaire Cahuzac. Son rôle, traquer la délinquance financière sur tout le territoire. Le PNF enquête notamment sur des affaires de corruption, de fraude fiscale ou de trafic d'influence. Dans le cas de François Fillon, il a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits. Ce que critique le candidat qui se dit même victime d'un traitement particulier. Le parquet financier s'est saisi en 24 heures. Les premiers témoins ont été entendus en 48 heures. Et mes avocats viennent de signaler au parquet financier qu'ils n'étaient sans doute pas compétents pour se saisir de cette affaire. Ces avocats soulèvent plusieurs points de contestation. Selon eux, d'après la loi, le délit de détournement de fonds publics reproché à François Fillon serait applicable pour un maire, un fonctionnaire, mais pas pour un député, ce dernier n'étant pas en charge de missions de service public. Au regard de la séparation des pouvoirs, ils estiment aussi que la justice ne devrait pas se mêler des affaires d'un parlementaire. Ils jugent enfin la saisine du parquet financier trop rapide, mais les faits leur donnent tort. Pour les Panama Papers, déjà, le PNF s'était saisi en moins de 24 heures, comme l'expliquait en 2016 Eliane Houlette, à la tête du parquet financier. Article du Monde, le 3 avril 2016. Révélation en ligne dans la presse. Le 4 avril, nous avons ouvert immédiatement, dès que cet article est paru, une enquête préliminaire. Après la charge de François Fillon, le parquet financier s'est exprimé par le biais d'un communiqué expliquant que l'enquête se déroulait avec la célérité et la sérénité appropriées. À l'issue de son enquête préliminaire, le parquet financier aura 3 choix. Demander un renvoi devant le tribunal correctionnel, ouvrir une information judiciaire ou classer l'affaire. Et nous allons rejoindre Saveria Rojek en salle des conférences du Sénat. Saveria, vous êtes aux côtés du sénateur LR Mathieu Darnaud. Bonjour Mathieu Darnaud. Bonjour. Alors il y a 15 jours, vous aviez déclaré on ne va pas pouvoir trop attendre. C'est devenu davantage une question de moralité plus qu'une question de légalité. Est-ce que vous pensez toujours la même chose aujourd'hui ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui on a eu un exercice de vérité. Des choses ont été précisées. Je pense que les questions qui se posaient ont trouvé une réponse de la bouche et de l'aveu même de notre candidat François Fillon. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est place à la campagne, place au débat, parce qu'on n'a pas le droit de confisquer le débat. Et d'ailleurs, quand j'évoquais les 15 jours, je vois que le candidat a anticipé ces choses au travers de ses annonces hier et de sa conférence de presse. Alors, il y a eu donc cette conférence de presse suivie d'un conseil politique ce matin, une réunion des parlementaires. Quelle stratégie de campagne a été élaborée justement pour la suite ? Je crois que c'est véritablement ce message. Remettons le débat au cœur de la campagne. Nos concitoyens veulent
que la présidentielle soit avant tout marquée par un débat de fond. Quelles sont les grandes orientations pour notre pays? Quels sont les grands enjeux? Et je crois qu'on n'a pas le droit, encore une fois, de confisquer ce débat-là. Vous êtes un élu terrain, élu de l'Ardèche, c'est ce qu'on vous a dit ce week-end justement sur le terrain? Oui, bien sûr, parce que nos concitoyens, il y a beaucoup de choses qui sont anxiogènes pour nos concitoyens. La question de l'emploi, la question de la ruralité. Moi, je viens d'un département rural. Je crois que c'est de cela dont ont envie d'entendre parler nos concitoyens. Ils ont envie qu'on aille sur le fond des choses. Ils ont envie que cette élection présidentielle, elle trace des perspectives et que l'on entende les propositions concrètes des différents candidats. Justement, Mathieu Darnaud, sur le fond, vous ne pensez pas que François Fillon doit la vérité aux Français et qu'avant de voter pour lui, il faut savoir si oui ou non sa femme a été employée sans travailler? Mais je crois qu'il a apporté des éléments. Il a apporté hier des éléments de réponse. On est le temps d'entendre la communication. Si j'ai bien entendu cette conférence de presse, il n'a fait que conforter les révélations des journalistes, justement. Non, je crois qu'aujourd'hui, il a apporté des éléments, clairement, des éléments chiffrés. Il y a des choses qui ont été. Mais il n'a pas prouvé la réalité de l'emploi de son épouse. Mais ça, c'est encore autre chose. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a une enquête et que voilà, ce n'est pas à moi ou ce n'est pas, j'allais dire, aux élus à dire cette vérité. Donc vous pensez vraiment que la campagne, elle peut reprendre normalement, sereinement? Mais il le faut aujourd'hui, il faut qu'on soit dans la campagne. On ne va pas continuer comme ça pendant encore des semaines et des semaines au travers de cette affaire à confisquer un débat qui est un débat essentiel. On est encore une fois sur le champ des idées, on doit être sur le champ des propositions. On parle juste là de l'élection suprême, de l'élection présidentielle. Alors justement, les propositions, le programme, ça va être le même programme. François Fillon, c'est le plus légitime aujourd'hui pour demander aux Français de faire des efforts, de se serrer la ceinture? Mais encore une fois, nos concitoyens savent qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui demande des efforts. On est dans un pays où il y a besoin de réformer. Et encore une fois, ce n'est pas la seule question de François Fillon. C'est une question qui est une question objective, qui appelle des réponses concrètes pour notre système de sécurité sociale, pour la question de la sécurité, là aussi très anxiogène dans notre pays, pour la question de l'emploi. Donc là, on est vraiment sur le champ des idées et très des bien. propositions. Donc la campagne reprend. C'est ce que j'appelle de mes voeux, en tout cas, comme beaucoup je le crois, et surtout comme l'ensemble de nos concitoyens. Bon, très bien. Merci beaucoup, Mathieu Darnaud. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria. À gauche maintenant, Benoît Hamon était ce matin au Sénat devant les sénateurs socialistes. Il a plaidé pour une gauche rassemblée derrière sa candidature et a promis de s'appuyer sur les parlementaires pour préparer ses premières mesures en cas d'élection, un sujet de Samia Dechir. Le groupe socialiste du Sénat n'a jamais compté beaucoup de frondeurs. Benoît Hamon ne venait donc pas vraiment en terrain conquis ce matin, mais le candidat du Parti socialiste doit rassembler sa famille politique. Il est venu avec une proposition. On a des parlementaires qui sont à la fois des politiques et des techniciens. Et moi, je leur proposerai, ce que je viens de leur dire, de constituer un conseil parlementaire qui se réunira toutes les semaines. Je veux leur parler notamment des premiers textes de loi sur lesquels je souhaite que nous soyons prêts avant mai. Je ne connais pas bien cette maison, je ne suis pas spécialiste. Benoît Hamon a peu de fidèles dans la salle. À son arrivée, pas d'applaudissements. Pendant une petite heure, il tente de convaincre ceux qui ne l'ont pas soutenu pendant la primaire. Pour rassembler les socialistes, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts de synthèse. Par exemple, nous étions là une majorité de sénateurs qui avons soutenu le gouvernement et qui avons soutenu la politique économique du gouvernement. Donc, il faut qu'il y ait la prise en compte de cela dans le discours du candidat. Mais pour les soutiens de Benoît Hamon, pas question d'assouplir le discours de rupture avec le quinquennat. On a revu des arguments qu'on avait pendant la primaire. Bon, on leur a expliqué que c'était sympathique, mais que les 2 millions de votants de la primaire avaient donné une légitimité aux arbitrages et que les points de vue étaient intéressants, mais qu'il fallait passer à autre chose. Prêt à rassembler large, Benoît Hamon ne changera pas son programme. Je rassemblerai tous ceux qui veulent venir derrière moi. Ceux qui ne veulent pas, je ne les obligerai pas, moi j'avance. Voilà. Malgré des voix divergentes, la plupart des sénateurs socialistes se rangeront derrière Benoît Hamon, mais avec plus ou moins d'implication dans la campagne. Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a rappelé aujourd'hui que tous les élus qui parraineront la candidature d'Emmanuel Macron seront d'office exclus du Parti socialiste. On va maintenant rejoindre Saveria Rojek en salle des conférences du Sénat. Saveria, vous êtes aux côtés du sénateur socialiste David Assouline. David Assouline, bonjour. Bonjour. Vous étiez ce matin à cette réunion de Benoît Hamon devant tous les sénateurs socialistes. Justement, alors que vous a-t-il dit, qu'avez-vous pensé de cette première rencontre ?
Il est venu nous éclairer sur sa campagne. Il est encore en train de finaliser dans la semaine son dispositif, mais il a insisté sur le fait qu'il fallait passer d'un projet à un programme et qu'il comptait beaucoup sur les parlementaires, tous les parlementaires, quel qu'ait été leur choix dans la primaire, pour apporter leur expertise et préparer d'ailleurs les premiers projets de loi qu'il faudra mettre en œuvre si Benoît Hamon est élu président de la République. Précisément, vous en parlez, il a annoncé qu'il voulait créer un conseil parlementaire. Oui. En quoi cela consiste-t-il? Est-ce que vous allez en faire partie? Écoutez, je ne sais pas qui en fera partie. Ce que je sais, c'est qu'il veut justement, pour faire ce travail, qu'il y ait les parlementaires qui puissent se réunir toutes les semaines avec lui et qu'ils puissent non seulement faire remonter tout ce qui se passe sur le terrain, l'appréciation de nos concitoyens sur les débats qui sont engagés dans cette présidentielle, mais aussi préparer concrètement les projets de loi de la mandature future pour être très vite opérationnel et en même temps très concret. J'ai trouvé que son discours était très ouvert. On sait qu'ici, beaucoup de sénateurs socialistes n'ont pas été sur le choix de Benoît Hamon dans la primaire. Je rappelle que vous-même, vous avez soutenu Vincent Peillon. Et je l'ai senti très ouvert et avec cette gravité à un moment qui a été fort. Mais alors justement, ce rassemblement, comment il va s'opérer ? Alors je voulais vous dire, il y a eu un moment fort dans son intervention ce matin, c'est qu'il a pointé le réel danger que dans le climat actuel, l'extrême droite et Marine Le Pen puissent l'emporter et qu'il y aura besoin d'être soudés, d'être rassemblés, de ne pas avoir la main qui tremble, a-t-il dit, pour affronter ce défi, parce que c'est un enjeu pour la France, il faut absolument éviter cette catastrophe-là, et qu'il revient à la gauche d'opposer un projet alternatif, parce que il mettait en doute sur le fait que des candidats attrapent tout et flous puissent être une alternative au Front National. Très bien. Une dernière question, très rapidement. Cette conférence de presse hier, François Fillon, pour vous, il persiste dans le déni ? Moi, je pense qu'il faut maintenant laisser cette affaire dans les mains de la justice. Non, mais j'ai pas à dire ce que doit faire la droite. Nous, on poursuit notre campagne. Il faut, à l'évidence, maintenant qu'un certain nombre de choses soient précisées dans le statut d'assistant parlementaire, etc. Parce qu'on voit bien que dans ce flou, il pourrait y avoir des abus. J'ai pas à en dire plus parce que je pense vraiment que ce que la gauche a à faire, c'est à proposer, oui, une rénovation de la démocratie, qu'il y ait la plus grande transparence possible pour que les citoyens reprennent confiance dans la politique, mais aussi que cette campagne de projet contre projet soit là pour éclairer le choix des citoyens. Je voulais aussi dire que dans le rassemblement que propose Benoît Hamon, ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est qu'il ne l'a pas seulement réduit à rassembler des appareils, des courants, des partis, mais à rassembler ce qu'est la gauche vivante. Et aujourd'hui, elle est, non, c'est aussi les militants associatifs, les bénévoles, ceux qui font vivre les ONG, les intellectuels, les jeunes qui créent, et tout ce peuple de gauche qui ne se sent pas dans les partis, mais qui est prêt à se mobiliser si on se tourne vers le futur, ce qu'il a, je crois, bien incarné dans sa campagne. Je pense que c'est pour cela qu'il a gagné. Très bien, merci beaucoup. Merci David Assouline d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saveria. La tension est toujours vive à Aulnay-sous-Bois, 5 jours après l'interpellation violente d'un habitant. Un policier a été mis en examen pour viol et 3 de ses collègues pour violence volontaire en Réunion. Retour sur les faits avec Cécile Sixou. Les habitants de la cité des 3000 mobilisés. 5 jours après l'interpellation musclée de Théo par 4 policiers, une centaine de personnes ont défilé dans ce quartier d'Aulnay-sous-Bois en soutien à la famille du jeune homme. On veut juste être entendu. On est des mères de famille. Aujourd'hui, ça m'est pas arrivé à moi, mais ça arrive à une voisine. Ça arrive à un enfant que je connais, que j'ai vu bébé. D'accord ? Ça doit pas arriver. Une marche dans le calme qui a dégénéré dans la soirée. Des voitures et des poubelles ont été incendiées et un fast-food endommagé. Au total, 24 personnes ont été interpellées.
Comme on peut le voir sur ces images amateurs, il y a 5 jours, le jeune homme a subi un contrôle d'identité musclé au cours duquel il a été blessé à l'anus par la matraque d'un des 4 policiers. Toujours hospitalisé, il a un arrêt de travail de 60 jours. Sa famille appelle au calme et décrit un jeune homme sans histoire. Les policiers ont été mis en examen, 3 pour violence volontaire en Réunion, le 4e pour viol. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a été interrogé à l'Assemblée nationale sur cette affaire et a rappelé le devoir d'exemplarité des forces de l'ordre. On l'écoute. Tous les éléments ont été transmis. Les éléments de vidéo, les éléments permettant de retracer cette intervention dans son cadre, avant, pendant et après, afin que la justice puisse, sans délai, mener l'enquête au rythme, bien entendu, qui est le sien. De la même façon, je veux rappeler à leur devoir d'exemplarité tous les fonctionnaires de police et de gendarmerie, et je sais que dans beaucoup d'endroits, dans la très grande majorité des cas, je n'ai pas besoin de le faire. Mais le lien entre la population et eux est central dans le pacte républicain qui doit être le nôtre aujourd'hui dans notre pays. Et je souhaite que cela soit affirmé haut et fort. Avec cette interpellation violente, le débat sur les contrôles au faciès revient dans l'actualité. Pour prolonger cette question, Mickaël Zamès interviewe la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. C'est le face-à-face du jour. Bonjour Nadia de Garamadian. Bonjour. Est-ce que, quand vous entendez Bruno Le Roux, quand on a entendu aujourd'hui Bernard Cazeneuve, quand on sait que François Hollande s'est rendu au chevet de Théo, est-ce que la réponse politique est suffisante à votre goût ? Cette fois-ci, oui. Vu la situation, c'était un peu difficile de faire comme si rien ne s'était passé. Malheureusement, il y a eu d'autres situations qui étaient peut-être un petit peu moins graves quoique il y a eu des décès, donc pas moins graves, où les politiques n'ont pas vraiment réagi. Quand on voit également l'ampleur qu'a pris cette affaire, les manifestations à Aulnay, que doit dire aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme ? Bien, comme nous l'avons toujours fait, dénoncer ce qui s'est passé, rappeler qu'une police républicaine est là pour protéger la population. Marine Le Pen dit aujourd'hui qu'il ne faut pas clouer au pilori la police. Alors, la police, non, on a besoin d'une police, mais d'une police qui sache jouer son rôle sans violence. Les violences ne sont pas toujours obligatoires pour faire des contrôles, au contraire même. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y a eu dérive de la police, une dérive policière ? Dérive policière, mais ce n'est pas la première. Et ça fait longtemps que nous dénonçons les contrôles sans contrôle. C'est-à-dire que la police peut contrôler actuellement à peu près n'importe qui, n'importe quand, sauf que ce n'est pas n'importe qui, c'est certaines populations. Et ça stigmatise les jeunes de ces quartiers. Ça stigmatise les jeunes, ça crée des discriminations. D'ailleurs, on peut rappeler que la Cour de cassation a donné raison aux jeunes, enfin tout au moins une partie des jeunes qui avaient porté plainte. Je rappelle les faits, 13 jeunes hommes ont porté plainte pour contrôle discriminatoire. 5 ont gagné. Le parquet a fait appel, ensuite c'est passé en cassation et la Cour de cassation a donné à la fin de l'année 2016, je crois que ça s'appelle un avis, je ne suis pas juriste, qui disait qu'il y avait faute lourde de l'État et que c'était des contrôles discriminatoires. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui doit se passer ? Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui ? Alors on préconise, et on n'est pas les seuls, avec plusieurs autres associations. Bon, déjà, le récépissé dont on parle beaucoup, mais le rôle de ce récépissé, expliquons un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de police. Il y a un contrôle de police, et le policier remplit un récépissé avec un double, où il y a... qu'il fournit à la personne. Alors, il donne le double à la personne, il garde un autre double. Et là-dessus, il y a en particulier le jour, l'heure, etc. Mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là,
il a pensé qu'il fallait contrôler la personne. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour empêcher ce qu'on a vu à Aulnay ? Aujourd'hui, je ne sais pas, mais il faut bien commencer un jour à essayer de mettre de l'ordre dans ce qui se passe. Je peux peut-être rappeler qu'il y a, paraît-il, d'après... ça, c'est le défenseur des droits qui le rappelait, d'après les rapports parlementaires, plusieurs millions de contrôles par an en France. Toujours d'après ces rapports, il n'y en a que 95% qui ne servent strictement à rien, si ce n'est humilier les personnes, les faire se sentir des citoyens de seconde zone. Donc ça crée un état d'esprit qui fait que dans certains quartiers, la police n'est pas très appréciée. Alors restons justement sur cette idée des quartiers et de la relation entre la police et les habitants. Dans les manifestations, on a entendu des mères de famille qui disent on ne pourra plus continuer, nos enfants ne pourront plus continuer à vivre comme cela. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y a un lien rompu entre la jeunesse française et sa police ? Dans certains quartiers, oui. Parce que les contrôles, parfois, qui sont faits même sur des personnes qui sont connues de la police, sans aucune raison, qui sont à répétition, sans aucune raison, font que ces jeunes ne se sentent pas des citoyens, comme les autres. En ce moment, à l'Assemblée nationale, ça a été voté au Sénat, il y a une loi qui est en discussion qui parle de la sécurité publique et notamment des nouvelles règles qu'on peut donner aux policiers, notamment sur les tirs des policiers. Est-ce que c'est une loi nécessaire pour vous ? Non seulement elle n'est pas nécessaire, mais elle est extrêmement dangereuse parce que, je vais pas parler de la police en général, mais il y a des policiers qui risquent de l'utiliser de façon abusive par peur. On n'a pas parlé de l'état de la plupart des policiers actuellement à cause de l'état d'urgence. Et du malaise des policiers. Cette loi est faite pour, normalement, contrer justement ce malaise. Sauf que s'il y a une bavure, ils auront autant de risques de se retrouver devant un tribunal et condamnés que maintenant, s'il y avait faute de leur part, puisqu'il faut que la réponse des policiers soit proportionnelle à ce qui se passe. Bruno Le Roux, en commission des lois au Sénat, ici, avait dit que ce texte offre une forme de reconnaissance du travail. Est-ce que vous acceptez cette déclaration ? Non, absolument pas. La reconnaissance du travail, ça se fait par d'autres moyens que de donner à des personnes qui doivent maintenir l'ordre dans notre pays le droit de faire n'importe quoi avec leur propre violence. D'un mot, est-ce que vous allez vous associer aux différentes manifestations si elles sont prévues dans les jours qui viennent en soutien à Aulnay ? Je pense que nos militants localement ont dû déjà participer et prendre contact avec les familles. Merci beaucoup Nadia Nogar-Major, vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Merci Mickaël. Les collaborateurs parlementaires en ont marre. Suite à l'affaire Pénélope Fillon, tout et n'importe quoi est dit sur leur profession. Ils ont organisé une manifestation devant le Sénat. On les écoute au micro de Géraldine Bavoilot. Sur la question des licenciements en fin de mandat, on est licencié pour... c'est l'équivalent d'un licenciement pour motif personnel. Ce qui veut dire que la responsabilité du licenciement porte sur la personnalité du collaborateur. Quand vous êtes en fin de mandat, soit que le parlementaire ne se représente pas, soit qu'il ait été battu à l'élection, soit une élection législative, que ce soit une élection sénatoriale, on ne peut pas considérer que c'est de la responsabilité du collaborateur, de l'employé. Il y a une convergence entre l'intérêt démocratique, qui est justement de soulever l'opacité qu'il peut y avoir dans notre métier de collaborateur et dans la pratique déontologique des élus, et nos revendications sociales qui vont également dans ce sens-là, de lever cette opacité et d'encadrer davantage notre profession. C'est là où je pense que les deux se rejoignent et permettent d'avancer concomitamment. Dans n'importe quelle entreprise, on a une fiche de poste. L'institution n'a pas pris la peine de nous établir une fiche de poste. Nous l'avons fait en tant que syndicat. Donc il y a tout un aspect travail législatif, il y a l'aspect communication de l'activité. Indispensable pour les parlementaires, les assistants sont donc sous le feu des projecteurs. Mais concrètement, à quoi ressemble leur journée ? Flora Sauvage a partagé le quotidien d'une de ses collaboratrices au Sénat. Travailleur de l'ombre, Anne Beignet est collaboratrice parlementaire. Bonjour.
Petite particularité, elle a 2 mi-temps car elle travaille pour 2 sénateurs. On va faire le point, je pense, déjà sur les 2 interventions, sur le débat, le rôle des paramédicaux, oui, dans les déserts médicaux, parce que comme vous intervenez tous les deux, il va falloir que j'arrive à jongler. Voilà. Suivi des textes législatifs, rédaction d'amendements, gestion du courrier. S'il n'y a pas de fiche de poste, les quelques 3000 assistants parlementaires ne manquent pas de travail. C'est un travail de long, oui. Et puis c'est les petites mains de la politique, mais c'est le jeu, c'est la règle, donc on l'accepte, je pense, dès qu'on rentre ici. Mes principales activités, c'est l'écriture, la rédaction des discours, les préparations de notes que je me fais à moi-même également et comme à mon sénateur lors d'auditions ou de commissions. Et côté salaire, on est très loin des chiffres évoqués dans l'affaire Pénélope Fillon. L'enveloppe pour un sénateur dédié à l'emploi des collaborateurs s'élève à 7 593 € bruts et il ne peut employer plus de 5 assistants. La moyenne, c'est 3 200 bruts. Donc on doit être à du 2006-2007 net. Il y a des minimums et des maximums que l'on peut donner. On ne peut pas donner toute l'enveloppe à quelqu'un, c'est pas possible. Il y a des difficultés en effet de salaire et une diversité à ce niveau-là qui parfois est quand même problématique. Au Sénat, le salaire maximum ne peut excéder les 2/3 de l'enveloppe dédiée à la rémunération des assistants parlementaires. Et un seul collaborateur ayant des liens de parenté avec le sénateur est admis. Bonjour. Les assistants parlementaires, c'est l'objet du second débat de Sénat 360 avec mes invités. Anaïs Tropé, vous êtes coprésidente de l'AGAP, association de gauche des assistants parlementaires du Sénat, et collaboratrice de Catherine Tasca, sénatrice PS des Yvelines. Face à vous, Anne-Sophie Bactoussin, vice-présidente des collaborateurs de droite et du centre du Sénat, et assistante parlementaire de René-Paul Savary, sénateur LR de la Marne. Et enfin, Françoise Cartron, vous n'êtes pas une collaboratrice parlementaire, mais l'un des nombreux employeurs du Sénat, puisque, comme tous les autres sénateurs, vous avez des assistants. Et vous êtes également vice-présidente du Sénat et présidente de l'AGAS, à ce titre, association de gestion des assistants de sénateurs. Vous avez combien d'assistants, Madame Cartron? Alors, moi, j'en ai 3. Et avec différents profils. C'est-à-dire, j'en ai 2 à mi-temps. Un mi-temps ici à Paris, un mi-temps à Bordeaux, dans ma permanence, et une secrétaire à plein temps. Et avec ces 3, je dépense la totalité de l'enveloppe, sachant que je ne rémunère pas à la même hauteur la secrétaire qui est chargée donc de l'agenda et des coups de fil, et les 2 assistants qui, eux, sont chargés du travail de fond, comme cela a été dit, c'est-à-dire par rapport à l'élaboration de toutes les interventions que je peux faire, les recherches par rapport à tel ou tel sujet sur lequel je travaille plus profondément, puis m'accompagner aussi, parce que moi, dans le cadre de la mission que j'ai fait sur les rythmes scolaires, j'ai pu être accompagnée. Voilà, les tâches sont très variées et donc ça demande un travail de réflexion, d'investigation qui mérite salaire. Anne-Sophie Bactoussin, cette affaire Pénélope Fillon, elle fait mal dans la profession, on imagine. C'est quoi les réactions des assistants parlementaires quand ils voient les sommes et les liens? Alors, pour l'affaire Pénélope Fillon, je ne vais pas me lancer dans le débat. Ce n'est pas à moi de dire qui fait quoi, qui a fait quoi. C'est plus sur le sentiment des assistants parlementaires. Sur le sentiment, on assiste à une véritable ochlocratie, c'est-à-dire le gouvernement par la foule et non la démocratie au sens du gouvernement par le peuple. Et c'est ça le problème. Je pense que François Fillon s'est clairement exprimé hier. Voilà. Anaïs Tropé, le sentiment chez les assistants parlementaires de gauche que vous représentez ici sur le plateau? Un sentiment assez triste, puisqu'effectivement, les salaires qui ont été invoqués concernant la rémunération de Mme Pénélope Fillon ne caractérisent en rien avec la réalité que nous, collaborateurs parlementaires, ne connaissons. Effectivement, on a parlé d'un salaire moyen aujourd'hui qui est en brut autour de 4 100 €, ce qui correspond à peu près à 3 200 € net. Nous, on préfère parler d'un salaire médian puisqu'il prend en compte beaucoup plus les disparités de salaire des collaborateurs. Et ce salaire médian est autour de 2 900 € bruts, approximativement 2 300 € net parce que ça parle plus.
Et ce niveau de salaire, effectivement, n'est pas du tout le même que ce qu'on peut entendre par-ci par-là. Donc ça blesse la profession parce que nous sommes réels, nos métiers sont réels et au-delà de ça, nos salaires ne sont pas du tout ceux dont on peut parler aujourd'hui dans la presse. Anne-Sophie Bactoussin, on l'a vu dans le reportage, les tâches sont vraiment diverses, les tâches sont tangibles. Effectivement, chaque collaborateur a ses missions et à chaque parlementaire ses collaborateurs différents. Donc nos missions, ça va de la rédaction d'amendements, d'interventions, de questions, répondre aux mails, gérer la réserve parlementaire. On gère vraiment des tâches diverses et variées, l'agenda également. Donc, on s'adapte à notre parlementaire. L'essentiel, tout est dans la relation de confiance et de respect mutuel que l'on peut avoir avec nos parlementaires et également notre parlementaire envers nous. Françoise Cartron, on a entendu, c'est légal, y compris au Sénat, d'employer un membre de sa famille, mais est-ce que c'est moral? Alors, c'est légal au Sénat et c'est contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a un plafond maximum de rémunération qui peut être octroyé, ce qui n'était pas le cas dans le cas de Pénélope Fillon et qui donne ce chiffre qui vraiment interroge. Donc nous déjà, c'est plafonné, c'est contrôlé pour les liens familiaux selon qu'on est au même domicile fiscal ou pas au même domicile fiscal. Et là, il y a des règles différentes. Après, oui, vous posez la question, est-ce que c'est moral? Dans toutes les familles politiques, la pratique existe. Il y en a partout. Moi, je crois que c'est une pratique à laquelle il va falloir tourner le dos, parce que dans ce que j'entends, c'est même pas... Alors, il y a la rémunération exceptionnelle de Madame Fillon. Bon, ça, c'est un premier point. Mais il y a surtout, par rapport aux citoyens lambda, qui a l'impression que quand il a des enfants diplômés, c'est très difficile d'accéder à un emploi, d'accéder au premier emploi. C'est un parcours du combattant. Et là, c'est le sentiment de se dire, eh bien voilà, la classe politique, entre elles, elle a aussi cet avantage de donner le marchepied à ses enfants pour le premier emploi ou à son épouse pour un emploi voilà, plus ou moins effectif. Et je crois qu'aujourd'hui, l'opinion publique ne l'accepte plus. Donc il va falloir réfléchir dans l'avenir parce qu'on est dans une société très violente, très brutale par rapport au chômage et à l'employabilité, où on sait que forcément le diplôme, c'est même plus le passeport assuré pour avoir un vrai emploi bien rémunéré. Et donc là, c'est vécu comme encore une exception du milieu politique. Anaïs Tropé, sur le statut de ces collaborateurs parlementaires, c'est un statut très précaire, on dépend du mandat de son employeur? Oui, effectivement, le sénateur employeur gère l'ensemble finalement des conditions salariales auxquelles il recrute son collaborateur. C'est ça que nous dénonçons. On souhaiterait un statut clairement défini. Alors ça peut passer par un accord collectif, par la création d'une branche professionnelle des collaborateurs et collaboratrices parlementaires. On pense que l'encadrement, en tout cas, permettra que plus de transparence, que ce soit pour les collaborateurs et pour les sénateurs. Donc oui, effectivement, ce statut, à mon sens, et au sens des organisations syndicales, est essentiel. Il nous manque énormément d'instances de dialogue social aujourd'hui. Nous n'avons pas de comité d'entreprise, nous n'avons pas de comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, qui sont des outils essentiels pour le dialogue social et pour effectivement permettre à la profession d'avoir un véritable statut. Anne-Sophie Bactoussin, c'est un combat partagé parce qu'il y a deux associations au Sénat, Droite et Centre que vous représentez et une association de gauche. Là, c'est un combat que vous menez en commun? Alors, c'est vrai que sur certains sujets, on peut avoir des combats communs. Concernant la convention collective, nous, à l'ACS, donc l'association des collaborateurs de sénateurs de la droite et du centre, on n'est pas pour avoir une convention collective pour dire on a une convention collective. Il y a tout un schéma à bien analyser avant de passer sur ce biais. Il faut quand même noter que pour avoir une convention collective, ça implique la mise en place d'un syndicat d'employeurs et c'est pas à l'ordre du jour au Sénat actuellement. Et deuxième point, concernant la convention collective, nous avons un code APE sur nos fiches de paye qui est 9499Z et je vous laisse vérifier à quoi correspond ce code au niveau des conventions collectives. Ça n'a rien à voir avec notre profession, mais plutôt avec les métiers de l'animation, les centres sociaux, etc., etc.
Françoise Cartron, ces collaborateurs qui sont si indispensables à votre travail, il faut mieux les protéger? Ah mais oui, mais ça c'est tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord, mais je ne peux pas laisser dire qu'il y aurait un vide dans le dialogue social. Depuis 2 ans que j'ai pris la présidence, j'ai eu régulièrement, tous les mois ou tous les mois et demi, des rencontres avec les représentants des associations. Et nous avons mis sujet après sujet sur la table. Donc nous sommes dans une démarche, alors on n'est pas avec le statut convention collective, mais nous avons négocié tout un tas d'avancées pour les collaborateurs. Donc, je vais vous dire, pour la première fois, il y a eu une augmentation salariale. Ça n'était pas fait depuis 2010, 2016-2017, qui a suivi l'augmentation de la fonction publique. Puis, on a eu à débattre du réaménagement des bureaux. Et finalement, les collaborateurs me disaient, nous, ce bureau où se mêlent l'espace intime et l'espace du travail du sénateur, on veut des lieux différents. On a fait refaire les plans avec les architectes. Et donc, demain, il y aura cela. Puis, on a renégocié la formation continue. On a renégocié les crédits par rapport à la mutuelle qui devenait obligatoire. On a renégocié des plans d'épargne. Enfin, et demain et après-demain, nous avons constituer 2 groupes de travail, un pour réfléchir sur le problème du harcèlement moral et sexuel, parce que ça a été une question qui est venue et tout de suite on en a parlé, et 2, on aura un groupe de travail pour réfléchir sur l'accompagnement, la sortie, la requalification des collaborateurs en fin de contrat, dont les contrats vont s'achever, soit parce que leur sénateur ne se représente pas, soit parce qu'il sera battu. Ça aussi. Donc tout ceci s'est mis en place, des groupes de travail avec tous les partenaires. Alors certes, on n'a pas l'étiquette convention collective, mais il y a un vrai dialogue social. Je ne peux pas laisser dire que les collaborateurs seraient abandonnés sans qu'on discute. Enfin, je les prends à témoin. Oui, nous ne sommes pas abandonnés d'un point de vue large, effectivement. Je suis moi-même présente aux réunions que Mme Cartron organise. On la remercie de cette écoute. Ce qu'on souhaiterait faire passer comme message, c'est effectivement être réellement concerté lorsque les sujets sont importants. Je prends l'exemple de la mutuelle. Effectivement, nous avons changé de mutuelle santé pour l'ensemble des collaborateurs parlementaires. Nous avons été informés de ce changement, mais pas suffisamment consultés. Le cahier des charges n'a pas été rédigé avec nous, alors que nous sommes les principaux bénéficiaires de cette mutuelle. Donc pour nous, le dialogue social doit aller plus loin. Non, là, je ne peux pas te laisser dire ça. Le cahier des charges... Les sénateurs ne sont donc pas des bons employeurs? Ah si, non, je ne peux pas laisser dire ça. Le cahier des charges a été négocié, enfin, a été discuté, c'est-à-dire qu'on a défini quel était le niveau de prestation, puisqu'on avait dit niveau maximum. Ensuite, on était dans un cadre contraint par la loi. Et ensuite, on a fourni, alors ce à quoi vous n'avez pas été associé, mais ce n'est pas possible, il y a eu un marché public. Et vous n'avez pas été associé à l'ouverture des plis. Ça, c'est normal. Mais après, on a validé en conseil d'administration de l'AGAS le type de prestation qui recueillait votre accord par rapport à l'indemnisation, par rapport aux frais d'optique, aux frais dentaires, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ensuite, en fonction de l'appel d'offres, on a choisi en toute conscience. Voilà, je ne peux pas dire que ça a été fait sans concertation. Anne-Sophie Bactoussin, sur la rémunération, il y a des grandes disparités au Sénat. Certains sénateurs même ne dépensent pas l'intégralité de leur enveloppe. Vous trouvez ça normal? Après, je ne peux pas vous dire s'il y a des disparités ou non. Effectivement, parce que chaque collaborateur a un rôle différent. Et une expérience différente, des diplômes différents. C'est pour ça que nous, à l'ACS, on aimerait un jour venir, comme nos collègues du Parlement européen, à avoir une grille des salaires et permettre ainsi une véritable avancée dans la profession. Au niveau du Sénat, on est dans un véritable dialogue social et pas dans un conflit social. D'autant plus que nous avons quand même un président du Sénat, Gérard Larcher, qui a été ministre du Travail, et je crois qu'il comprend parfaitement les codes du dialogue social. Anaïs Tropé. J'entends effectivement ce qui est dit à ce niveau-là. Maintenant, le vrai problème, c'est que des avancées ont été faites, mais qui pour nous semblent minimes, et on n'arrive pas à poser ce débat d'un statut. Alors quand je parlais de convention collective, ça peut prendre une autre forme, mais pour nous, la convention collective ou un accord collectif ne vient pas enfermer le sénateur employeur, elle vient simplement poser un encadrement et surtout régler des questions de disparité et permettre aux collaborateurs d'avoir une équité plus réelle entre les situations qui sont beaucoup trop disparates malheureusement aujourd'hui.
Françoise Cartron, vous avez dit, moi je dépense l'intégralité de mon enveloppe. Jusqu'à il y a peu, le groupe PS, comme le groupe LR, pouvait reverser, c'est toujours le cas, reverser le reliquat au groupe pour employer d'autres collaborateurs. C'est plus le cas au PS, tout le monde dépense l'intégralité de l'enveloppe. Ah, au PS, oui. Les autres groupes politiques, non. Non. Donc il y a encore des groupes politiques pour lesquels la GAS reverse les sommes que n'ont pas dépensées leurs sénateurs. Moi, je pense que là aussi, il y a une vraie question. Il y a une vraie question et moi, à titre personnel, je souhaiterais que tous les groupes prennent l'exemple sur le groupe PS et que l'argent reste donc dans les caisses de la GAS qui pourrait en faire une utilité pour tous les collaborateurs parce que pour moi il y a un souci, je dirais, de traçabilité. On a également appris, c'est dans le Canard enchaîné qui sortira demain, que Pénélope Fillon a touché 44 000 € d'indemnité de fin de licenciement. Est-ce que c'est une pratique normale chez les collaborateurs parlementaires ? Ah ben ils la toucheront tous, bien sûr. Ça, c'est tout à fait légal, l'indemnité de licenciement. Alors après, les collaborateurs, dès que s'arrête, c'est pour ça. Mais ça, c'est en fin de mandat. Là, c'était pas en fin de mandat pour Pénélope Fillon. Mais à partir du moment où ça s'arrête le contrat, vous avez une indemnité de licenciement qui est couverte par les textes et qui s'élève à tant de pourcentage par rapport au salaire. Il y a des questions à se poser. Un collaborateur qui finit un contrat avec un sénateur touche l'indemnité de licenciement, il est rembauché le jour suivant avec un autre collaborateur, il a quand même touché l'indemnité. Donc Pénélope Fillon, elle est dans le cadre légal. Là, après, posons-nous d'autres questions, mais là, on ne peut rien dire. Anne-Sophie Bactoussin, sur cette question, ça c'est une protection pour les assistants parlementaires. Eh oui. Déjà, je suis ravie d'entendre Mme Cartron parler justement de l'excédent des enveloppes, parce que peut-être que certains collaborateurs en auraient besoin à la fin de l'année, etc. Ça, c'est quand même un sujet que nous avons déjà abordé. Et justement, en parlant des enveloppes, je voudrais revenir à ce sujet, parce qu'on va arriver à la fin du cumul des mandats. Et donc nos sénateurs vont de plus en plus se spécialiser dans le législatif. On aura peut-être besoin de cabinets parlementaires plus importants, à l'image de ce qu'on peut voir aux États-Unis, et donc d'étendre un petit peu nos enveloppes. Et puis, je voulais revenir aussi sur un point, puisque vous êtes présidente de la GAS. C'est vrai que une représentation des associations au sein du conseil d'administration de la GAS, je ne vous dis pas de voter ou quoi que ce soit, mais au moins une représentation, je pense qu'à l'heure actuelle, déontologiquement, ce serait assez intelligent de le mettre en place. On voit que le débat est encore ouvert. Voilà. Merci mesdames en tout cas d'y avoir participé. J'accueille maintenant sur le plateau Michel Grossieur, puisque comme chaque mardi, c'est dans quelques instants l'épreuve de vérité. Et aujourd'hui, Michel, votre invité, c'est le patron des sénateurs socialistes, Didier Guillaume, qui a reçu ce matin Benoît Hamon. Alors on lui demandera donc si lui, en tous les cas, qui je le rappelle a été le directeur de la campagne de Manuel Valls, est désormais à 100% derrière le candidat socialiste à la présidentielle. On lui demandera si son candidat logique n'est pas plutôt Emmanuel Macron, qui a toujours le vent en poupe dans les sondages. Est-ce qu'il n'est pas plus en phase avec les positions exprimées par l'ancien ministre de l'économie? Nous interrogerons également Didier Guillaume sur l'enjeu de cette présidentielle, car vu de l'étranger, on s'inquiète. On parle même d'une démocratie qui serait en jeu lors du scrutin dans quelques mois. Et puis bien sûr, on interrogera notre invité Didier Guillaume sur les derniers rebondissements de l'affaire Fillon. Il a entendu, comme nous tous, les excuses du candidat de la droite à la présidentielle. Est-ce qu'il les accepte ou est-ce qu'il considère toujours qu'il y a mensonge? Merci Michel, beau programme en tout cas. On en a parlé tout à l'heure, le parquet national financier est au cœur de l'actualité puisque c'est cette institution qui enquête sur François Fillon, un rôle contesté par les avocats du candidat de la droite et du centre. Je vous propose de revoir à ce sujet l'audition de la présidente du parquet national financier, Éliane Houlette, lors de son audition au Sénat en mai 2016. Mesdames et messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter le parquet national financier qui, comme vous le savez, est une jeune institution dont le fonctionnement est très différent de celui de tous les autres parquets de France en raison du caractère très technique des contentieux qu'il traite et du caractère très complexe également des procédures dont il est saisi.
Procédures qui nécessitent des investigations hors normes par leur ampleur géographique et technologique. Et également en raison des enjeux auxquels il est confronté chaque jour. C'est un plaisir pour moi de vous présenter notre institution. Comme vous le savez, comme il vient de vous l'être dit, nous avons été créés par une loi du 6 décembre 2013. Nous avons pris nos fonctions le 1er février 2014. Nous avons été installés officiellement le 3 mars 2014. Donc, quelle est la spécificité de ce parquet? Très brièvement, une compétence nationale, donc la métropole et les territoires ultramarins, les départements territoires ultramarins, une compétence nationale et une compétence matérielle réduite. Elle est réduite à 3 types d'infractions. Elle est réduite au délit boursier, qui est une compétence exclusive, et elle est réduite aux atteintes à la probité et à la fraude fiscale complexe. Depuis notre création, nous avons fait procéder à la saisie de près de 78 millions d'euros et nous avons demandé 29 mesures de saisie à l'étranger et obtenues. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai déterminé d'emblée 4 axes de procédure pénale qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. La lutte contre le temps, puisque vous savez que la durée des enquêtes en matière économique et financière concentre l'essentiel des critiques qui sont portées contre cette justice. Donc c'est vraiment une priorité. Et c'est une des raisons qui explique le choix de l'enquête préliminaire. Il y en a d'autres. Et la recherche de poursuites efficaces et d'une plus grande répression en matière pénale. En matière fiscale, pardon. Pourquoi? Parce que je considère que lorsque les finances sont corrompues, c'est le bon fonctionnement de l'économie et le pacte démocratique qui sont en jeu. Donc c'est une priorité absolue la deuxième priorité, je peux dire qu'elle est à égalité avec la première, c'est un axe prioritaire de la politique pénale du parquet financier. Le troisième axe, c'est la sélection utile des dossiers en matière de compétences concurrentes, donc beaucoup en ce qui concerne les atteintes à la probité, mais aussi en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale. Et la quatrième, c'est la moralisation des marchés financiers. La troisième difficulté, ce sont les obstacles procéduraux que nous pouvons rencontrer, qui sont dus au QPC, aux questions prioritaires de constitutionnalité, grande avancée, mais néanmoins qui sont posées le premier jour de l'audience, alors même que les délais pour faire arriver un dossier à l'audience sont extrêmement longs. Les délais d'instruction de la chambre d'instruction, j'ai employé un acronyme. Et donc l'absence d'audience, de mise en état dans la préparation de nos dossiers pour l'audience. Et là aussi, je peux vous donner un exemple public dans l'affaire Cahuzac. Pour le parquet financier, le dossier était terminé au mois de décembre 2014. Pour mémoire, l'information a été ouverte, je crois, l'enquête fin 2012, information ouverte en 2013. Et l'information a suivi son cours, il y a eu des requêtes en nullité, etc. Bref, à la fin, le dossier a été terminé par un réquisitoire définitif du parquet au mois de 17 décembre 2014, je crois. Il y a eu des délais et des requêtes, différentes requêtes qui ont été portées devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle a été frappée d'appel. Bref, on a réussi à faire venir le dossier au mois de janvier ou au début février devant le tribunal correctionnel de Paris et au mois de février, une QPC le premier jour de l'audience. Donc, il sera jugé au mois de, j'espère, au mois de septembre 2016, presque 2 ans après que pour nous, parquet, on ait terminé notre... voilà un exemple extrêmement concret, visible et public des difficultés qui nous... voilà, notre difficulté, notre grande difficulté est donc cette insuffisance de moyens humains de la police. Et je terminerai, ça n'est pas dans le PowerPoint, mais je tiens à le dire, qu'une de nos difficultés, c'est que nous avons face à nous, les personnes qui sont concernées par nos enquêtes sont des personnes qui peuvent s'offrir les moyens de cabinets d'avocats extrêmement spécialisés, extrêmement compétents, et que nos procédures se rallongent parce qu'ils utilisent
tous les moyens procéduraux possibles. Et il faut avoir beaucoup d'argent pour se permettre d'avoir recours et de pouvoir faire durer des procédures. Mais ce sont de tels recours qu'on arrive à une quasi-paralysie parfois de la procédure judiciaire, puisque les recours qui sont faits contre les actes, notamment contre les actes des juges d'instruction, sont portés devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui a un énorme contentieux à traiter, donc qui n'a pas le temps d'examiner toujours aussi rapidement qu'on souhaiterait ces actes. Et ensuite, les arrêts de la Chambre d'instruction font l'objet de pourvois qui sont soumis à la Cour de cassation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les chaînes parlementaires et à demain.